Ok. La suite du programme, c'est quoi ? On a beaucoup discuté de mais merde, attends, moi je peux plus faire ma chronique, elle est sur mon téléphone. Ah ouais ? Faut que j'aille le mettre à charger. Va mettre ton téléphone à charger. J'arrive. Allez, mais je la ferai du coup un peu plus tard. C'est le petit happening, voilà. Arnaud fera sa chronique un peu plus tard. Mais dans l'idée, on avait envie aussi de parler, et c'est Arnaud qui va lancer un petit peu ce truc-là, parce que c'est lui qui voulait qu'on discute aussi un petit peu de ça. De comment en France on fait des films, comment on crée des films, parce que peut-être qu'expliquer un peu le cheminement, le mode de création qu'on a en France, qui est particulier aussi, qui a ses qualités, ses défauts, et peut-être va nous aider à comprendre pourquoi le cinéma français c'est nul ou est-ce que c'est nul. Voilà, je t'ai lancé pendant que t'étais pas là. J'ai un peu écouté de loin. Voilà, donc la création en France un petit peu, je pense que ça peut intéresser. Ah oui, rapproche-toi. T'es presque plus dans l'image. Ouais, je me suis fait abducter, tout bonnement abducté. Voilà. Ça va ou quoi ? Du coup, pardon, tu disais... la création en France, c'est un sujet que tu voulais aborder aussi. Oui, pourquoi pas ? Alors, sans forcément... Moi, je suis pas forcément connaisseur et je pense que vous l'êtes même plus que moi, mais je pense que c'était intéressant pour les gens qu'on parle de ce système-là, parce que c'est à base de financement. On parle beaucoup en France du CNC, qui est un peu l'instance qui fournit les financements et qui, par moment, a tendance à donner les financements un peu toujours aux mêmes gens, aux mêmes endroits. Donc, je sais pas, je pense que vous êtes plus connaisseur que moi. Moi, j'avais envie d'être un peu le bobet qui pose des questions là-dessus et que vous m'instruisiez aussi un peu sur comment ça marche pour financer un film en France, parce qu'on demande des financements à cette instance qui nous donne ou pas. Du coup, si ça marche pas, comment on fait pour faire quand même des films ? Comment on trouve des sous ? Est-ce qu'on doit du coup aller demander des financements à d'autres gens ? Comment ça marche pour faire un film en France et pourquoi c'est compliqué de faire un film en France ? Vas-y Alex, tu t'es affalé là, t'as envie de parler, hein. Je te vois là. Non, en vrai, je suis pas du tout un pro, mais par exemple, tu parlais du CNC, et en fait, t'as dit que ça allait un peu toujours au même, et c'est logique parce que, comme tout à l'heure, on disait les grandes comédies populaires qui ramènent beaucoup de gens, qui ramènent beaucoup d'argent, c'est normal que ce soit elles qui soient financées ensuite, parce qu'en fait, elles ramènent de l'argent, donc on va continuer à en financer, et tant que ça se pète pas la gueule, on continue, et du coup, peut-être Dim, tu seras plus qualifié que moi pour dire comment, je sais pas, financer un film ou quoi, je sais pas, mais sinon, mais sinon, on voit aujourd'hui depuis quelques temps, pas mal de réalisateurs de genre et des réalisateurs français qui galèrent à trouver des financements et du coup se barrent aux États-Unis. C'est le cas notamment de Alexandre Aja qui a fait des yeux, Piranha 3D, des trucs comme ça, qui est parti aux États-Unis pour faire des films de genre. C'est le cas, je sais pas, il y en a plein Gondry qui a fait beaucoup de grands films. Gondry, avec Jim Carrey, bien sûr. Je pensais aussi à Louis Letellier, je crois, qui est français. Leterrier. Ouais. Ah oui, bien sûr, exactement. Ouais. Donc, Jeunet, ça date un peu, mais même Dupieux qui a une longue partie de sa carrière qui est aux États-Unis. En fait, c'est que quand t'arrives pas à te faire financer en France, il y en a beaucoup qui partent aux États-Unis, mais c'est pas non plus, d'après ce que j'ai entendu, une fin en soi non plus, quoi. On est désolé, c'est les blagues du chat qui m'ont. C'est pas de ta faute, Alex. Désolé. Le Terrier, c'est là où ils vivent les Weasley, d'ailleurs. Alex, je t'en et supplie, Pierre continue, ignore Dim. C'est pas vrai, c'est toi qui ris. De toute façon, je te renvoie la balle, Dim, parce que je l'esquive. Il la veut pas. Non, si, en fait, c'est ce que tu dis. Il y a déjà un côté où, alors, c'est plus facile de se faire financer pour des films de genre ou de la SF ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper alléchant en fait de voir comment on peut facilement en fait faire passer un projet aux US. Pas pour ça que c'est pas la galère non plus. Mais c'est lié au fait qu'en fait en France les films de genre, vu qu'on sait, c'est une certitude, c'est pas ça qui va tonne-car, on n'en finance pas en fait, c'est plus simple en fait. C'est pour ça que des films comme Le Viseur du Futur, en fait, ça a mis 10 ans à se faire parce que c'est 10 ans de réseau, de contact, de confiance, etc. Au final, c'est un très petit budget. Là, il a fait quoi, 300-400 000 entrées. C'est super. C'est pas, voilà, on n'est pas sur un banger. Est-ce qu'il est rentré dans son budget ? Est-ce qu'il s'est remboursé ? J'en sais rien du tout, mon pauvre ami. J'espère que oui. J'espère aussi. J'imagine que alors, oui. Parce que moi, on vous spoil, à la fin, on va faire un peu notre top 3 de films vrai. français. Ouais. Moi, dans mon top 3, je crois que sur les 3, il y en a 2 qui ne sont pas remboursés. Hein. Donc, d'accord, voilà, ça veut tout dire. Mais moi,
En tout cas, on lui souhaite. Bon, à mon avis, oui, parce que 300 000 entrées au prix de la place, je pense que ça match. Et espérons. J'espère. Bon, après, il y a plein de choses aussi qu'on ne sait pas. Mais c'est compliqué de se faire financer de base. C'est pour ça que de plus en plus, en fait, est encouragée l'autocréation ou la création en fait sur Internet ou avec des chemins différents. Alors, il y a un peu moins le support physique qui est en galère, donc il y a un peu moins de direct to DVD. C'est clair que c'est pas très glam de sortir ton film directement Blu-ray parce qu'il n'y a pas de promo, il n'y a pas de pub, il n'y a rien, donc c'est un peu la dèche. Et en général, les direct to DVD, c'est vraiment un chose trap. Mais voilà, entre financement participatif, comme par exemple on fait le monde à l'envers, oh non, ça n'a pas marché. Comme on fait, je crois, Noob, par contre. Noob, je crois que ça avait matché. Ou comme ont pu faire divers créateurs un petit peu du web, ou même comme on fait, je sais pas, les Suricates avec les dissociés, Benza, exactement. Bien en plus les dissociés. C'était bien, et du coup voilà. Mais ça reste de niche aussi, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire kickstarter son projet. Donc il y a beaucoup en fait malheureusement d'étapes qui sont pas accessibles et Netflix change aussi un peu la donne, mais en fait on en est au même problème. Je pense quel que soit le pays, c'est que c'est très chaud de financer un film parce que ça coûte énormément de thunes et on arrive vers des modes de consommation où on s'éloigne un petit peu du cinéma et du coup c'est compliqué surtout pour des auteurs en France qui veulent faire de la SF ou du film de genre quoi. Est-ce que je peux faire mon naïf optimiste, c'est un rôle que je joue très bien en général. Est-ce qu'on peut pas espérer qu'avec le succès récent de certains films comme Julia Ducournau, comme Dupontel, comme Les 5 Diables qui me semble assez bien marcher, est-ce que le succès de ces films récents ne peuvent pas faire espérer que peut-être le financement en France va un petit peu se délier et qu'on va voir de plus en plus de films sympas. Ah bah peut-être. Attends, il veut répondre, il lève la main. Non. En vrai, j'y croyais peu, mais il y a un exemple qui se passe aux États-Unis mais qui m'a peut-être donné un peu tort, c'est Get Out. Okay. Et en fait, quand Get Out est sorti, pas forcément tout le monde y croyait et tout, ça a tout niqué au box-office. Il y a eu un Oscar, et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu qui en parlent. Il y a beaucoup de producteurs qui disent on veut un film de genre à la Get Out, qui en fait ça veut pas dire grand chose parce qu'en soi un bon film de genre, un bon film d'horreur, ça a toujours parlé d'enjeux sociétaux, de trucs, même, je sais pas, tu prends des trucs comme Halloween et tout, tu vois, un bon film d'horreur c'est pas juste ça tâche et ça fait mal, c'est quelque chose qui parle de quelque chose de plus profond, et du coup Get Out a réveillé ça, les gens se sont dit attends, on peut faire des films de genre et parler de quelque chose de plus sérieux entre guillemets, et du coup il y a peut-être un espoir que, je pense qu'en vrai Titan ça va réveiller peut-être un peu ça l'a déjà peut-être fait. Pour moi, c'est Grave qui a lancé ça en France. Hein. Grave, je vais en parler. Hein. Et du coup, mais par contre, j'ai un peu peur pour Julia Ducournau. Elle a fait Grave, qui a été un bête de succès. Elle a fait Titan, qui est un bête de succès et qui a eu la Palme d'Or au deuxième film, ce qui est quand même, à part, je sais pas, y a pas beaucoup de réals qui ont eu, tu vois, à part, je sais pas, un mec comme Tarantino, deuxième film pareil. Mais... Et il a Jordan Peele, c'est son premier. Parce que Get Out. Tu vois, mais et à part... même un Xavier Dolan, c'était pas du tout son premier ou deuxième film, c'est un peu plus tard qu'il les a eu, même s'il était jeune, mais c'était bien. Et tu vois, il y a pas beaucoup de réals qui ont eu un grand succès, un deuxième grand succès et une Palme d'Or, donc j'ai un peu peur pour elle que ça la... Tu vois, enfin c'est dur, la pression que ça met, et j'espère qu'elle va réussir à reproposer quelque chose d'intéressant. Même si je ne doute pas parce qu'elle est blindée de talent. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord sur l'histoire qu'elle va sûrement avoir une pression qu'elle avait peut-être pas avant sur les épaules. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais, bien sûr. Mais après, la question, c'était est-ce que ça va encourager ? En fait, ça peut être hyper... En fait, ça peut créer un truc hyper consanguin où justement tout le monde va vouloir dire fais ton Get Out, tu vois. Comme ce qui d'ailleurs s'est passé beaucoup après Get Out, se passe encore un peu maintenant. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc de putain, ça marche, on va tous faire le nôtre. Ça va être pas bien une fois sur une, et après ça va retomber le temps que quelque chose d'autre marche, et il y a plein de prods qui marchent aussi comme ça, mais moi j'ai envie d'y croire. Par exemple, le fait que Le Visiteur du Futur, si ça marche bien, bon, ça fera peut-être pas le million à mon avis, je pense pas, mais il y a un signal qui est envoyé, on va dire, et des signaux on en envoie quand même beaucoup, mais en fait ça reste genre, tu peux envoyer tous les signaux que tu veux, ça montre qu'il y a des gens qui sont chauds. Ça veut pas dire qu'il y a des gens qui sont là, forcément. Et en fait, est-ce que, quitte à greenlighter un film, autant greenlighter celui qui va marcher, c'est comme des histoires de gros sous, surtout maintenant que, on le rappelle, il n'y a plus la redevance audiovisuelle, donc c'est un coup dur dans les pattes de financement public.
Donc ça veut dire qu'on va dépendre beaucoup du privé. Je dis on fait pas de film, mais ça va dépendre beaucoup du privé en fait, et des fonds privés. Et en fait ça rebat les cartes aussi. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. Moi je sais pas si ce sera une bonne chose forcément, mais pourquoi pas, je sais pas. En fait, vas-y Alex, non, je t'en supplie. En fait, tu vois, je trouve qu'on va un peu loin et tout dans ce développement. En fait, il faut revenir à la base. C'est juste que Get Out, les producteurs, ils ont dit on va faire des films à la Get Out parce que ça a marché. Et du coup, je pense que c'est comme par exemple, je sais pas, au début des années 2000, t'as Blair Witch qui est arrivé, found footage. Tout le monde est devenu fou et t'as des centaines de milliers de found footage tous plus pourris les uns que les autres qui sont sortis parce que ça ramène de l'oseille. Oui, il y en a des biens, mais il y en a une pelletée qui sont à chier parce que ça ramène de l'oseille. Et du coup, bah si enfin pas du jour au lendemain, mais il y a un film de genre français film d'horreur, film de SF, film polar, tu vois, j'en sais rien, qui ramène, je sais pas, 3 millions de gens en salle, et ben là, crois-moi que des titanes, on va en voir une chier. Pas forcément tous bien, mais on va en voir. Et parce qu'en fait, il faut pas douter, je doute pas une seule seconde qu'en France, il y a des centaines de gens qui sont blindés de talent et qui rêvent de faire du genre, des films de genre, des propositions un peu différentes, mais qui juste ont pas les moyens, pas la possibilité. Et du coup, en fait, il faudrait que des gens ouvrent un peu le passage, tu vois, et ramènent de l'argent. C'est pour ça que si derrière cet écran, vous me regardez, il y a quelqu'un derrière cet écran, et que vous avez l'occasion d'aller soutenir des films français, genre par exemple tout à l'heure je parlais des 5 Diables, je vous conseille d'aller les soutenir pour que vous en avez marre de voir que des comédies populaires, des trucs un peu à de plafond, tu vois, et qui se ressemblent un peu toujours. Il faut aller soutenir parce que c'est un cercle vicieux en fait. Moi j'ai un truc aussi. Moi c'est pas pour rebondir, mais donc je vais te laisser faire. Okay. Moi j'ai un tips de vie à vous donner après. Alors je vais aller très vite. Moi je voulais juste aussi dire que le risque de tout ça, de ces problèmes de financement en France, c'est qu'on voit de plus en plus des gens qui se tournent vers la distribution. On en parlait déjà il y a 2 semaines avec Netflix. Là on voit le dernier film de... J'ai oublié son nom, Athéna Gavras. Romain Gavras, qui se fait allumer partout. Ah, moi j'ai entendu que du bien de ce film. Ah ouais, moi j'ai entendu que du pas bien. Ah ouais. Il y en a qui lui disent c'est comme Bac Nord en fait, c'est vraiment genre fausse réalité sur les cités et tout. Et j'ai vraiment vu Twitter. Twitter, tu t'agaces. Ça c'est la en même temps, Twitter, ça agace très souvent. Ouais, mais moi j'ai vu des gens parler à qui je fais confiance et qui se disaient un peu scandalisés de voir encore une fois comment on représente les cités, comment on représente les jeunes, etc. Parce que moi j'avais vu quand même beaucoup de bien en termes justement de réal. Je crois que c'est un très long plan séquence, il me semble. Apparemment, Donc j'avais entendu, et en tout cas ce que ça montre, c'est que le problème, alors je sais pas si le film est bien, du coup j'en parle sans connaître, mais le risque c'est que peut-être que si les films n'arrivent plus à se faire financer, ils risquent de se tourner vers Netflix, et le risque avec Netflix, essayez de le dire 5 fois très vite, c'est qu'il faut qu'on n'aura pas de sortie en salle. C'est mon perso préféré dans le prochain Astérix en tout cas. Le risque avec Netflix, c'est mon personnage préféré. C'est celui qui est joué par Jonathan Cohen. C'est celui-là. Mais du coup, non, voilà, c'est juste ça que je trouverais dommage, c'est qu'en passant par ces plateformes, oui, on pourra peut-être voir des très bons films, mais malheureusement, on ne pourra plus les voir en salle. Quand même, moi, je fais la pub de la salle. Bien sûr. Alors, moi, je vais vous donner un tips de vie, d'accord ? Wow. Si vous possédez un abonnement dans un cinéma type Gaumont Pâté, UGC, voilà, et que vous avez l'appli, d'accord, et que vous n'êtes pas au cinéma, prenez des places, d'accord, et vous réservez des places toutes les 2 heures, vous réservez une place, et vous y allez pas, parce que de toute façon c'est des créneaux, le créneau de 10 heures, il y aura personne, le créneau de 15 heures, il y aura personne, puis le soir vous allez voir le film. Mais si vous avez kiffé, moi je vais voir les 5 Diables, si j'ai kiffé, je prends toutes les séances du lendemain, je prends une place très très loin, où personne n'ira. Et comme ça rajoute 5 places en plus. Et si on fait tout ça, le visiteur du futur, il fait le million, mon pote. Qu'est-ce qu'il est malin. Et en plus, avec l'appli Gaumont Pâté, t'as des bonus si tu réserves en ligne tes places. Donc, tu peux peut-être même gratter pour tes copains qui n'ont pas le pass. Non, mais voilà, je sais plus qui c'est qui en parlait. J'ai vu quelqu'un dire si vous avez l'appli. C'est pas con, hein. Si vous avez l'appli, vous réservez en fait. C'est pas con. C'est pour le VDF. Par exemple, tu vois, on a parlé d'Athéna, je l'ai pas vu non plus. En revanche, j'ai vu Bac Nord, et en fait, la manière dont on parlait, c'est vrai que les parallèles est peut-être pas déconnant. Bac Nord, c'était un bête de succès, tu vois. Oui, bien sûr. Même si je trouvais que le film était très bien branlé techniquement, mais le message était dégueu. Voilà. Je réinventerai en disant ça, mais ça a quand même très bien marché. Il y a plein de gens qui sont allés le voir, bien pour sûr. Des bonnes ou des mauvaises raisons. Ça, c'est pas à moi d'en juger, mais tu vois, je pense que là, avec Novembre qui sort, je l'ai pas vu encore, mais je pense que Cédric Jimenez encore. Je pense que, parce qu'en vrai, Cédric Jimenez est très talentueux dans la mise en scène, dans le montage et tout. C'est juste que je sais pas si c'est volontaire ou si c'est maladroit
peu importe, son discours peut être dégueulasse dans tous les cas, mais tu vois, peut-être que ça va ramener. Je pense que Novembre va très bien marcher, et ça peut permettre de ramener, tu vois, des gens vers un certain cinéma, tu vois, plus polar. En plus, là, il y a deux grosses ambiances, parce qu'il y a 2 films sur les attentats qui sortent en même temps. Il y a Novembre et Revoir Paris. Alors, voilà, c'est lequel avec Virginie Efira? Revoir Paris. Revoir Paris. Voilà. Après, Virginie Efira est dans tous les films actuellement. C'est vrai. Et en même temps, qui s'en plaint parce qu'elle est très forte. Un défaut de Virginie Efira, s'il vous plaît. Un défaut. Désolé. Elle va mourir un jour. Elle est pas française. C'est pas notre fierté. On peut pas. C'est vrai que j'ai appris ça récemment. Je crois qu'elle. J'ai fait grève de la faim. Je crois qu'elle a été. Elle a pris la nationalité récemment. Elle a la Légion d'honneur, mon pote. Et elle le mérite. D'accord. Voilà. Et bah c'est qu'on a fait le tour sur financement. Ouais, c'est pas mal. Alors Arnaud, il revient avec son phone tel. Alors il l'allume. Non, il l'a déjà allumé. C'est tout bon, t'as de la batterie ? On va écouter la chronique d'Arnaud, voilà. 1h30 de live, la chronique d'Arnaud. Et puis après, on fera nos petits podiums, nos films qu'on aime bien en France. Il faut le dire, hein. Bon, je leur dirai tout à l'heure, moi j'en ai chié. Hein. Ouais, j'ai eu l'impression de devoir choisir mes enfants favoris, j'ai haï. Allez, vas-y. À vrai dire, je suis encore pas sûr du dernier. Moi non plus. C'est beau. Donnez-nous après dans le chat aussi, après la chronique d'Arnaud, vous nous donnerez vos films français préférés. Et on vous jugera. Bonne idée. Du coup, Arnaud, je vais me lancer. Elle est écrite, hein, donc je vais faire des blagues. Voilà, je vous demande de pas trop m'interrompre, sauf si vous voulez faire des blagues en plus. Pas de souci, on t'interrompra pas. Je m'installe, je bois tes paroles. Allez-y. Boule et Bill, les profs, Ducobu, les blagues de Toto, Gaston Lagaffe, Astérix. Rien qu'à l'évocation de ces noms, je suis sûr que je vous ai tous fait voyager dans le temps. Mais si vous savez, dans ce monde merveilleux, ce pays indépendant qui existait dans tous les collèges de France et de Navarre, le CDI, à combien d'heures on a passé à les lire ces BD ? Pardon ? Ah, une émission de Cinéma Records. Puisque vous le souhaitez... parce que oui, ces grands noms ronflants et pompeux que je vous ai cités, ils ont eu l'honneur d'être adaptés au ciné. Et pas adaptés par n'importe qui, adaptés par des Français. En France, cocorico comme on dit chez nous, cock-a-doodle-doo comme ils disent chez Shakespeare, et ferme ta gueule, coq de tes morts comme dit mon voisin fermier. Mais cet honneur, il est vite entaché d'une question qui est un peu celle qu'on pose depuis le début de cette émission. Les films français sont-ils nuls ? Alors non, bien sûr, on l'a assez défendu ici, mais il faut admettre que ce peuple irréductible de films résiste encore et toujours à l'envahisseur, c'est une ref à Astérix, vous l'avez, et continue à entretenir le mythe des bouses françaises. Et malheureusement, difficile de défendre ces films que je viens de citer, qui, s'ils ne sont pas infamants, restent souvent des adaptations bien fades. Sauf toi, Mission Cléopâtre, on te protège, petit ange. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que ces films n'ont pas, là où leur pendant BDesque, bah oui, on dit bien kafkaesque, alors vous allez encore me laisser dire ce que je veux, garde une aura de qualité, ou en tout cas bénéficie d'un traitement beaucoup plus affectueux. Eh bien, mes petits potes à la compote, mes copains au raisin, laissez-moi vous présenter mon hypothèse. On va parler de ton... alors en fait, je croyais que c'était une émission de cinéma, pas de cuisine. Et non, Capucin, je t'ai toujours pas autorisé à sortir du frigo. Quel plaisantin celui-là. Le ton, nous disions donc. Pardon, j'ai perdu, mais voir Dim rire, ça me fait rire. Le ton, nous disions donc. L'efficacité de la majorité des BD que j'ai cités, donc au format BD, c'est le format épisodique des albums, à savoir que souvent, mais pas tout le temps, une planche équivaut à une petite historiette. Aussi, les nombreux albums permettent l'installation de personnages récurrents et offrent un casting varié, qui ne nécessite pas de suivre un seul et même personnage en permanence. Cependant, cinéma oblige, il faut alors trouver une histoire à raconter. Et la plupart du temps, on tombe dans l'écueil du pathos, quitte à abandonner l'essence d'un personnage. On va créer du drama là où la BD était très souvent orientée comique, et les scènes ne permettent pas le même enchaînement naturel de scénettes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il faut nécessairement les lier entre elles. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, quelle idée d'aller adapter un film sur les blagues de Toto ? Parce que oui, il y a eu un film, Les blagues de Toto. Un personnage qui se base uniquement sur des blagues et sur l'humour, ne transparaît pas de la même façon à l'écran. Il va nous sembler insupportable là où sa contrepartie BDisée, bon là je dis n'importe quoi, faut m'arrêter un moment, ne choque pas, puisque c'est l'essence même de ce personnage. On peut aussi penser à Boule et Bill, sur lequel une majeure partie de la promo et du film s'est faite sur le dos de Franck Dubosc, qui interprète le père de... Boule. Bien joué, mais avouez que vous avez douté et que vous ne saviez plus qui était le chien et lequel était le gosse. On bug tous là-dessus. Mais du coup... on a presque mis en retrait le pauvre Boule, dénaturant encore une fois le matériau de base. Alors attention, cela dit, tout cela revient avant tout à un problème d'adaptation, et encore une fois, ces films ne sont pas foncièrement mauvais, juste à côté de la plaque, malgré d'ailleurs des scores souvent honorables, si ce n'est des cartons au box-office. Mais,
Je vais ranger mon masque de Serpentard crachant son venin, et puisqu'on est ici aujourd'hui pour tordre le cou au cliché, je vais moi-même prendre mon veston et lui faire effectuer un sémillant 180 degrés sur lui-même. J'ai pris les exemples qui m'arrangeaient, bien sûr. Des adaptations françaises, il y en a aussi eu des très bien, des excellentes même. Une d'entre elles réussissant même, attention, petit spoiler, réussir à se faufiler dans mon top 3 personnel de films français, c'est dire. Donc j'avais besoin de mettre mes lunettes du bonheur pour aussi mettre la lumière sur ces films qui font honneur aux matériaux de base qu'ils adaptent, respectant le ton, tout en opérant des changements nécessaires et inhérents au cinéma. Moi, je l'ai ton film. Tu penses ? Ouais. Moi, je pense pas que tu Moi, je pense que je l'ai, moi. Quand même, moi aussi je l'ai. Ça, c'est pas Mission Cléopâtre. Ouais, moi je pense que je l'ai. Okay. Après, je ne te connais pas. Donc c'est effectivement. Du coup, tous les Largo Winch, l'écume des jours. Oui, Largo Winch, je trouve que c'est une assez bonne adaptation, encore une fois. Les Adèle Blanc-Sec, qui pareil, c'est paumé au box-office, mais qui pour moi était aussi un excellent film. Le Petit Poucet, alors c'est un conte, vous allez me dire que je triche, mais c'était aussi une excellente adaptation qui réussissait à faire d'un conte quelque chose d'assez fantastique au cinéma. Bref, tous ces exemples prouvent bien qu'on peut faire des adaptations créatives en France et devraient inspirer les créateurs et créatrices. Il faut aussi, il est vrai, réussir à débloquer le budget nécessaire, on en parlait, et plus difficile encore, il faut réussir à rentabiliser. Je vous parlerai de la tragédie de mon film qui est rentré dans mon top 3, car ces films, hélas, sont injustement boudés. Alors s'il y a bien quelque chose à retirer de mon bien maigre pamphlet, que j'écris à moins de 10 heures de l'émission et sans brouillon préalable, c'est qu'il faut soutenir ces films qui osent, encore plus quand ils sont français, si vous ne voulez pas vous retrouver avec un Ducobu 3... Pardon ? Il est déjà sorti, je me casse, j'en ai marre de ces conneries. Bravo. Et voilà. Allez, incroyable, super Merci. Cool. Très Par contre, oui. Arnaud, si ton film préféré, enfin dans ton top 3, c'est genre Is No Good. Non. Alors si là... c'est ça, non, c'est ça. Non. Si, dommage. C'est ça. Non. Ah mais si, je pense que toi tu l'as. Moi je l'ai son film, mais je pense que je le devine. On n'en parle jamais. On est d'accord de ça? Non, jamais. Ah ouais, d'accord, c'est ça, c'est fou. Alors que c'est brillant. Mais ouais, j'ai pas vu moi. Je sais. Personne l'a vu. Trop stylé. Bah voilà, c'est ça cool. vous a plu? Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous êtes d'accord? Bah c'est trop bien. C'est vrai que adaptation, c'est franco-belge, ça rime quand même beaucoup. Il y a les Schtroumpfs aussi, mais les Schtroumpfs, c'est de l'animation. Et puis c'est américain. C'est vrai que c'est américain. Ouais, mais ouais, si animation, adaptation, pardon. C'est vrai qu'on pense. Après, je me suis focalisé sur la BD. J'ai mentionné notamment un moment L'écume des jours, qui est une adaptation de roman et qui est vraiment une excellente adaptation avec Romain Duris, qui est une très très bonne adaptation du roman. Des adaptations de romans, on en fait souvent en France qui sont bonnes, mais on en fait très peu. Et souvent, c'est même les Américains qui les font, qui les font assez bien. On peut penser au Misérable, qui est devenu une comédie musicale, on en pense ce qu'on veut, mais qui est quand même un excellent film. Bien sûr. Donc voilà, je sais pas, moi je trouve que l'adaptation, comme tu l'as dit, la BD franco-belge, c'est tellement important en France, et je trouve que malheureusement, on leur fait pas honneur à ces BD avec ces adaptations. Tintin, c'est Spielberg et Peter Jackson quand même. Et Edgar Wright. Et ça va, le cast est pas. Ouais, ça va, mal. je pense. Bon, Tintin, RG se touche dans sa tombe, il est tout content. S'il avait su le boug. Mais ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai qu'en plus, il y a vraiment ce côté, on fait de très bons films jeunesse en fait. Exact. Tu vois, et on parle beaucoup de ça parce qu'on a nos BD parlent beaucoup de ça en fait. Donc c'est logique aussi. Quoi, ouais, mais malheureusement, je trouve que les films. Fab Caro, là, c'est le gars qu'on adapte à tout bout de champ. Fab Caro, il est partout. Hein. Le discours, en BD, en théâtre. Laisse tomber. Il est lu sur scène. Enfin, c'est abusé. Et en même temps. C'est super. Et en même temps, c'est super. Alors, s'il y a bien un truc qu'il faut bouffer sans vergogne, c'est Fab Caro, quoi. Enfin, il faut manger Fab Caro. Il faut manger Fab Caro. Oh, c'est grave, je suis grave. Oh, je suis titane. Je vais baiser une voiture. Non, pardon. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est un truc qui me touchait parce que on a aussi, moi j'ai aussi grandi avec ces adaptations mine de rien. Les Astérix, bien sûr. Il y a un temps, j'en bouffais un, j'avais l'impression tous les 2-3 ans. Astérix avec les profs avec Kev Adams. Moi je les ai vus ces films quand j'avais 10, 12, 13 ans. Alors, il faut dire moi je passais des bons moments, mais maintenant je les revois avec des yeux de cinéphile un peu aguerris et j'ai du plus de mal. Alors, dis donc. Bert Desforges qui nous envoie sa déclaration fiscale. Il faut savoir parce que Monsieur Bayard, que je connais personnellement, travaille lui est documentaliste. Donc il est très à l'aise aussi. Il est aussi forgeron, mais il est très à l'aise dans tout. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Vas-y, je te laisse lire. Alors il dit question nulle, calme-toi. Question nulle, les adaptations ciné proviennent souvent de BD dites jeunesse, Astérix, Bouléville et compagnie. Alors du coup, les adaptations ciné sont-elles nulles car on les analyse avec nos yeux d'adultes culturés de ciné? Je pense qu'on dit cultivé parce que culturé c'est quand tu fais de la musculation. C'est comme moi, il a le droit d'inventer. Ah ouais, d'accord. Parce que
ça plaît aux enfants. L'ordi est très loin. Parce que ça plaît aux enfants finalement. Et là, je m'auto-réponds oui, mais à sa expression Cléopâtre. Et t'as tout à fait raison. Mais en fait, c'est ça. Après, je pense que nous. Mais c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma chronique. Moi, je les aime plus, c'est cool tour. Je rappelle qu'on est l'élite, parce qu'on a une émission de cinéma. Il nous manque que des Funko Pop derrière et on pourrait le cool tour. Mais je pense que. Je parle pour moi, mais je pense connaître aussi Arnaud et j'ai l'impression que Alex est dans ce délire-là aussi. Je pense qu'on arrive assez bien en fait à faire la part des choses et à se dire ça plaît aux enfants, si ça me plaît pas à moi. Le but c'est que là je suis pas la cible, mais c'est chambé. Et quand je sors d'un film jeunesse, et Dieu sait que j'aime aller en voir, je me dis c'est chambé, j'ai kiffé et c'est chambé pour les enfants qui vont grandir en voyant ça. Et c'est une vraie bonne question que tu poses, donc elle n'est pas du tout nulle ta question. Mais ce que je voulais dire aussi avant, c'est qu'en fait, souvent, c'est des adaptations qui sont. Refaites cette phrase chez vous. Elles sont portées par des grands noms. Tu as dit Kev Adams, c'est tout ça. Kev Adams, mais même Gaston Lagaffe, c'est Pef, c'est les Robin des Bois. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc de. C'est toujours des grands comiques, grands humoristes et qui sont fous de talent. Et même du Cobu, Elise Moon, je veux dire, c'est quand même un gars, il est super. Et en vrai. J'ai pas vu du Cobu, je sais pas, voilà, mais je pense que s'il y a des enfants qui voient ça et qui ne serait-ce que rigolent une après-midi et que il y a quand même un message qui est chouette et que c'est inclusif, en tout cas moderne, je pense que c'est que bon quoi. Je peux pas dire, moi j'ai pas vu la majorité de ces films-là, j'ai vu Les Blagues de Toto qui est vraiment un excrément. C'est avec Ramzy Bedia. Oui. Attends, quoi comment Oui, Les Blagues de Toto, je le disais dans ma chronique, il y a un film, Les Blagues de Toto. C'est adapté de la BD Toto. Il y a la BD Toto. Mais c'est un jeune qui est à l'école et qui fait des blagues à ses copains et voilà. C'est le petit Spirou en fait, c'est le petit Spirou. Ouais, mais en fait, c'est pas bien. Mais la vie est trop courte pour regarder ça. Mais j'ai besoin de savoir. Comme disait Tarzan, je veux savoir, montre-les-moi. C'est l'adaptation de merde au cinéma. Et je remets une pièce dans la machine. Dites-nous en chat, c'est quoi vos films français préférés ou votre film français préféré. Parce que là, on va arriver au moment attention les yeux, on va vous donner notre top 3. Et alors, c'est marrant parce qu'on en a parlé avec Arnaud en off juste avant. Et en fait, on a fait un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu demandes à quelqu'un de notre génération son film préféré, il y a une chance sur deux que ce soit Jurassic Park, d'accord. Son deuxième film, ce sera Retour vers le futur, etc. Non, là tu parles de ton. Je parle de moi, mais je parle de tous les geeks un peu. Voilà, bon bref, en gros c'est pour vous dire que si on avait dû dire c'est quoi votre film préféré en France, on a des gros noms en tête qui arrivent et c'est un peu facile. Donc j'ai l'impression qu'on a un peu Mission Cléopâtre, Amélie Poulain. Moi j'aurais pu et j'espère qu'on va en parler. Moi ça aurait été ça aussi mon top 2. En tout cas je pense que mon top 2 mainstream c'est ça, tu vois. Mais comme 95 000% des gens. Et c'est pour ça qu'en fait on en a discuté. En fait on a fait un peu la même chose sans se consulter. C'est que en fait on a mis un top 3 de nos vrais films français qu'on adore, mais qu'on voulait aussi recommandés en fait, ou qui n'ont pas la lumière, comme tu as dit, il y en a un dans ton top où il y en a plusieurs qui n'ont pas eu le financement même à fond, qui n'ont pas été rentables, des films en fait qu'on a vraiment envie de pousser vers le haut et on se dit c'est eux aussi nos chouchous du cinéma français quoi. Alex, je sais pas dans quelle optique tu t'es mis toi, mais je te vois bien faire un peu ça aussi. Bah en fait j'en avais deux qui étaient vraiment évidents parce qu'en fait ma liste de films préférés, genre j'en ai une dizaine qui bougent pas. Et j'en ai 3, dont 2 qui sont des films français, donc c'était évident. Amélie Poulain et Mission Cléopâtre. Et j'en ai un qui est très ancien, un qui est plutôt récent, on en a déjà parlé tout à l'heure, et j'ai dit que j'avais une affiche dans ma chambre. Et il y en a un que je sais pas trop, je sais pas trop encore. Enfin, si je sais, mais il y en a deux qui se battent. Te débat pas dans ton bourbier, tu vas commencer. Non. Mais alors, moi, est-ce qu'avant on peut faire des mentions honorables? Parce que moi, vraiment, une liste. Moi, j'avais une liste avec genre 20 noms. Moi, je me suis réduit à 7 et à la fin, j'ai dû faire un top 3, mais il y en a 4. J'ai dit, je veux quand même au moins balancer les noms. Je propose, on fait chacun notre tour. Ok. Et si on veut, avant le premier, on peut balancer quelques mentions honorables. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Et bah, tu vas commencer, Alex, d'accord? Si tu veux bien. Pas de souci. Et je vais commencer avec celui dont on a parlé tout à l'heure, qui est peut-être le moins, parce que je l'ai dit, qui est Réalité de Quentin Dupieux. C'est le 3, ça. Faut mettre un ordre comme ça. Vrai... Je sais pas. C'est plutôt le premier que je te donne. D'accord. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Mais oui, donc Réalité de Quentin Dupieux, parce que Quentin Dupieux, c'est un réel qui me parle. J'ai vu tous ses films et je suis très très fan de son univers absurde et qui est quand même un peu mystérieux et tu vois peut-être un peu limite angoissant dans certains films, qui est par exemple Réalité. Pour ceux qui connaissent pas Réalité, c'est un film qui est sorti en 2015 il me semble, avec notamment Alain Chabat,
et qui raconte l'histoire. Je le pitch un peu ou... Oui, alors si t'arrives à pitcher du Dupieux, ce qui est toujours compliqué, mais en gros, en réalité, ça parle de Alain Chabat, qui est un petit caméraman dans une émission pourrie aux États-Unis, et qui rêve de réaliser un film. Donc il va aller voir un producteur, et ce producteur va lui dire, tu as 24 heures pour... parce qu'en gros, c'est un film d'horreur, un film de genre que faire où il y a plein de gens qui meurent de manière très glauque, très gore. Il veut faire Cité de la peur, en fait. Enfin, il veut faire le film. Red is Dead. Red is Dead, voilà. Red is Dead. Et du coup, le producteur lui dit, tu as 24 heures pour trouver le cri de douleur le plus terrifiant de l'histoire du cinéma. Donc il va aller chez lui, il va commencer à réfléchir. Et il va tomber un peu dans la folie et on va voir plein d'histoires. Une histoire notamment d'une petite fille qui a trouvé une cassette mystérieuse dans le corps d'un sanglier, d'un mec qui s'habille en meuf, qui se balade dans la ville, et tout un réalisateur qui réalise un documentaire sur la petite fille. Bref, tout se mélange un petit peu. Comme souvent dans Dupieux, c'est peut-être son film le moins linéaire et le plus compliqué. Ouais. Mais c'est construit possible. Mais c'est ce qui me passionne parce que vraiment je l'ai analysé en long, en large et en travers. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est que il n'y a pas de bonne manière de l'analyser. En fait, c'est pas comme des films à la, je sais pas, Lynch, Mulholland Drive, des trucs comme ça où tu peux quand même trouver une petite... Là, tu peux prendre chaque histoire, essayer de les coller les unes sur les autres et tout. C'est vraiment un cauchemar. Ça ne marche pas, tu vois. Et en fait, donc je trouve ça brillamment écrit. Je trouve que juste vite fait, techniquement, je trouve ça incroyable qui filme pour une fois Dupieux, parce qu'on avait l'habitude qu'il filmait ça un peu avec ses panards, ses anciens films. Là, il a une Alexa 65, il me semble, donc vraiment il kiffe et qu'il a une grosse caméra cinéma et c'est incroyable. Il y a Jonathan Lambert. Il est incroyable, Jonathan Lambert. Incroyable. Il y a évidemment Alain Chabat. Donc en fait, ça parle de cinéma beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les films qui parlent de cinéma, genre notamment Vertigo de Alfred Hitchcock. Je sais pas si vous connaissez. C'est pas vrai. Merde. Les oiseaux, mon pote. Du coup, voilà, réalité. En plus, ça dure que 1h20. C'est un film qui, je pense, très efficace. Si vous n'avez pas l'habitude du cinéma Dupieux, c'est peut-être pas le premier que je vous conseille parce que de fou pas, ouais, t'as raison. Ça y va fort. Mais si vous aimez les films un peu mal aimables et qui vont vous marquer véritablement et en 1h20 peut changer votre vision de voir du cinéma, comme moi ça a été. Bah, franchement, je vous conseille Réalité de Quentin Dupieux parce que même la musique est incroyable. Je trouve que c'est une œuvre majeure et qui est un peu oubliée, je trouve, dans le cinéma français actuellement. Et moi, je l'ai pas vu et j'attendais ce genre d'avis pour aller le voir. C'est sa meilleure transition entre son épopée américaine et son retour en France et c'est comme il a dit, c'est fou. Mais surtout, c'est une œuvre en fait qui t'explique que des fois, analyse pas. Parce que de toute façon, comme il dit, il n'y a pas d'issue. Tu n'as pas d'issue. Ça sert à rien de reconstruire le puzzle. Juste regarde le film et le message et voilà. Mais en fait, tu peux pas. Il y a un labyrinthe sans fin. Enfin, c'est impossible. Ouais. Et en fait, ça c'est. Ouais. C'est un truc. Tu parlais de la musique, c'est lui qui l'a réalisé, la musique aussi. Ouais, alors, en fait, il fait toutes ses musiques, mais pour celle-là, je suis chaud. Allez, vas-y. En fait, il fait toutes ses musiques, mais sur celle-là, parce en gros, récemment, il a donné une interview que ses musiques. Je sais pas si vous avez déjà un peu entendu les musiques. Mister Oiseau, bien sûr. Ça envoie. Et du coup, il a dit celle-là, je la fais pas. Mais il a pris un extrait d'une musique de Philippe Glass, qui est un mec qui fait de la musique minimaliste. C'est tellement bien, Philippe Glass. En fait, il a pas pris sa musique, mais pour prendre un truc qui ressemble beaucoup. Un truc très minimaliste qui se répète en boucle, qui est vraiment musique de cauchemar. Et du coup, ça marche véritablement bien avec ce que tu disais, le truc de puzzle paradoxal, tu vois, qui n'a pas de sens. Et le truc de sans raison, on le voit depuis toujours dans les films de Dupieux, genre dans Rubber, qui est aussi l'un des films connus, d'un pneu qui tue des gens. Voilà. Il y a la première scène, c'est un flic qui explique en face cam que no reason, qu'il n'y a pas de raison. Et du coup, en fait, dans ce cinéma, évidemment, il n'y a pas de raison. Il ne faut pas essayer de l'analyser, de comprendre, d'essayer d'en tirer une histoire linéaire. Il faut juste se le bouffer et rester bête. Et voilà. Donc, c'est marrant parce que moi, j'ai commencé. Réalité, c'est mon premier Dupieux. Donc, j'étais pas bien. C'est quand même compliqué. Mais c'est quoi le premier Dupieux à mater alors ? Vraie question. En vrai, moi, je dirais plutôt des trucs Le Dain. Tu vois, ou Mandibule, plus simple comme ça. Moi je trouve que c'est une bonne rentrée. Au poste, c'est un peu comme Réalité. Il a une linéarité de Mandibule. Et Vrong, pour sa carrière US, Vrong. C'est fou. Vrong, incroyable. Mais il a cassé Eric Judor parce qu'il ne parle pas anglais. C'est juste, et du coup c'est, je sais pas, c'est brillant. Vrong, c'est brillant. Ouais, Vrong, c'est brillant. Trop bien. Ok. Et voilà, je vous conseille toute la carrière de Dupieux, mais Réalité en particulier. Ensuite.
Moi je fais tout. Je pensais qu'on. Ah ouais. J'ai l'impression que si on fait ça, on a encore 1h30 de live après. Tandis que si on fait nos top, comme vous voulez, carte jacket. Je sais pas. T'es super déçu qu'on fasse pas, donc vas-y, on va faire comme tu dis. Non, mais je sais pas. En fait, c'est pour que ce soit pas juste les mêmes qui parlent tout le temps, tu vois. C'est vrai. Vas-y. Je peux y aller. Alors bon, moi je suis encore pas sûr de quel est mon 3, mais on va parler de celui qui est pas franco-français dans mon top. Je vais parler de Grave de Julia Ducournau, dont on parle depuis tout à l'heure, qui pourrait sans problème être numéro 1, vraiment. C'est un excellent film. Donc Grave de Julia Ducournau, pitch très rapide. C'est une jeune fille qui arrive, Clémence Marillier d'ailleurs, l'actrice, qui arrive dans une école de médecine et qui va se faire gentiment bisuter, c'est-à-dire à base de on l'oblige à bouffer de la viande et on les trempe dans le sang à la manière de Carrie. Sauf que, petit problème, elle est végétarienne, donc ça la dégoûte fort et elle commence à avoir des sortes de réactions allergiques cheloues qui vont mener à des petits plot twists que je vous garde pour que vous puissiez apprécier le film. Pourquoi Grave de Julia Ducournau, c'est bien. Déjà, en termes de réalisation, c'est absolument brillant. Il y a des choix de lumière, il y a des choix de musicaux aussi. Il y a une scène notamment de fête qui, moi, m'hypnotise. Il y a des choix du coup de lumière dans ces moments-là où on filme des fêtes étudiantes, mais on les filme de manière extrêmement stylisée, avec des chorégraphies magnifiques. On a aussi des acteurs qui donnent absolument tout. On a une écriture qui est brillante aussi, avec beaucoup de foreshadowing. Vraiment, je recommande de voir 2 fois le film parce qu'un deuxième visionnage est excellent et nous permet de vraiment mieux comprendre comment elle a construit son film. Et Grave, ça remet vraiment en cause ce qu'on peut faire, je trouve, avec du cinéma et notamment du cinéma francophone, parce que c'est un film audacieux qui n'a pas peur de choquer, alors qui est, je pense, moins choquant que Titane, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve un peu plus abordable. J'ai pas vu aucun des deux. Bah alors, je sais pas, Alex, toi ce que tu en penses, mais je le trouve un poil plus abordable, et encore, ça se discute. Mais en tout cas, en termes de aussi ce que ça aborde sur être une femme aussi, mine de rien, parce que le personnage féminin est une femme, donc il y a une grande question sur la place de la femme aussi, je trouve, dans la société qui se pose. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un film extrêmement moderne, très brillant, et de penser qu'elle a fait ça, c'était j'ai noté la date, 2016. Je trouve que c'est brillant, c'est un film récent et il faut le voir. Dans les films des dernières années, un peu à la manière pour toi de Dupieux et de Réalité, pour moi, Grave de Julia Ducournau, ça sonne la naissance d'un renouveau du cinéma français, d'une reconquête, si j'ose dire. Je ne le ferai pas. Waouh. Je le ferai pas. Ouais, je suis très d'accord avec toi et je sais pas si c'est plus abordable que Titane. J'ai l'impression, moi, quand même. Hein. Il est moins mystérieux, mystique et symbolique, je trouve, que Titane. Moi, quand j'ai découvert... Après, j'étais jeune quand j'ai découvert Grave, parce que j'ai découvert à peu près à sa sortie. J'ai 18 ans, donc j'étais un peu tout jeuneau. Alors que Titane, c'était genre l'année dernière. Titane, ça m'a pas tant perturbé que ça. Ouais. Donc Après, c'est parce que j'étais plus petit aussi. Donc franchement, je pourrais pas dire lequel est le plus abordable, mais en tout cas, je sais que... Comme ça. Waouh. Non, mais c'est parce que j'ai tout dit. C'est vrai, moi je le verrai jamais. Mais pourquoi? Je sais pas, tout le monde dit que c'est dégueulasse. J'ai pas envie des films dégueulasses, j'en ai vu, c'est bon. C'est pas dégueulasse. C'est Mother en belge, voilà. Non. Mais non, mais si t'aimes bien Cronenberg, et regarde. Oui, j'aime bien Cronenberg, mais en fait c'est pareil, Cronenberg, je vois les films une fois, puis après je me dis pas, c'était super, plus jamais. Oui, mais le soir, moi je me mets mon petit film, voilà, j'ai pas envie de voir des gens. Jurassic Park, je l'ai vu 67 fois. Parle-nous de tes films de merde là. Moi, je vais vous parler d'un bon film de merde d'ailleurs. C'est faux. Moi, je vais vous parler d'un film. J'espère Alex va me baquer. Je te vois bien me baquer là-dessus. Moi, je vais parler d'un film pas te baquer. Toi, non. Je vais parler d'un film de Jean-Pierre Melville qui s'appelle Le Samouraï avec Alain Delon. J'ai pas vu. T'as pas vu Le Samouraï avec Alain Delon? C'est super. Je vois exactement ce que c'est. Mais c'est un film noir. Parce que pendant un moment, je me mettais un petit peu des films noirs, des polars français des années 70. Et c'est un film qui, je crois, date des années 70. Avec Alain Delon qui est tout jeune. Et c'est un film de Jean-Pierre Melville sur un gars très seul qui est un peu un tueur à gages, qui est un peu un brigand, mais qui est over solitaire. Le film n'est pas en noir et blanc, mais il n'utilise que des teintes très très sombres, ou des décors de nuit ou de soir, ce qui fait que c'est une ambiance toute particulière. Salut Dark Yoyox.
Et c'est assez contemplatif. Bon, je vais pas raconter beaucoup parce qu'il se passe suffisamment peu de choses pour que ça spoile vite l'histoire. C'est vrai que ça s'étend. C'est une histoire le film est pas très long, le film de faire 1h40, mais ça s'étend vraiment tout ce qui se passe. Il y a des scènes qui sont clairement cultes dedans, où en tout cas, quand tu les vois, tu te dis, mais bien sûr, en fait, tout vient de là. Parce que Melville, il a quand même vraiment fait un truc avec le film noir qui est aujourd'hui mondial. Alain Delon, il est formidable. Il faut séparer l'homme de l'artiste, je pense. Non, bien sûr que non. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu un con, Alain Delon, je trouve. Mais il est vraiment brillant dans ce rôle. Et pour moi, c'est vraiment genre... Ça cristallise toute l'aura que peut avoir Delon dans ce genre de production. Et la musique est top. Et le voir aujourd'hui, vraiment, ça te fout les poils de te rendre compte à quel point il y a des scènes où il y a juste une posture, en fait, ou des intentions de réal qui ont été repris fois 10 000 dans tous les films de tueurs en série, ou même dans Zodiac. En fait, il y a des scènes de Zodiac qui sont vraiment inspirées du samouraï. Et puis ça te donne vraiment envie ça te donne envie d'aller voir un Paris qu'on connaît plus. Enfin, ça te donne envie vraiment. Il y a ce truc là avec Amélie Poulain, on a envie d'aller flâner à Montmartre. Alors qu'est-ce qu'on s'emmerde à Montmartre. Mais ça te donne envie d'aller explorer un petit peu les petites rues, les bouches de métro, les trucs. Enfin, c'est vraiment le Paris un peu onirique, mais un peu crasseux, quoi. Et voilà, enfin je sais pas, un film de minuit, c'est super. Et le Samouraï, moi, il m'a mis une petite claque. Je l'ai vu très récemment. Et j'ai acheté après plein de films de Melville avec Delon que j'ai pas encore maté. Il y a un flic, voilà. Et en fait, ça m'a vraiment donné envie de me replonger dans toute cette période française du polar, tous les films avec Gabin, un Saint-Jean d'hiver, trucs comme ça. Ouais, j'ai vraiment envie de. Tu lui offres. Ah bah dis donc, bah tiens, bah voilà, je te passe la balle, copain. Tiens, hop, t'as prononcé un nom qui me parle. Attrape. Ah bah déjà, si je peux me permettre, Melville, ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un. Ouais. Et j'avais vu le Doulos avec Belmondo qui était aussi Belmondo, une grosse claque. Et du coup, t'as parlé de Gabin et Belmondo. Allez. T'as parlé d'un Saint-Jean d'hiver. Je prends la balle parce que évidemment, putain, quelle claque, tu vois. Donc celui-là, c'est un de tes films de top. Ouais. C'est dans mon top. Évidemment, mon top de vie. Voilà. Et donc j'ai pitché vite fait. C'est Jean Gabin, qui est un ancien alcoolique, qui a promis à sa femme qu'il arrêtait de boire, et Belmondo qui arrive. C'est en Normandie, je crois que ça se passe. Belmondo qui est donc un jeune, voilà, qui a un peu des problèmes familiaux avec sa meuf, il a un enfant, on comprend pas trop pourquoi il est là et tout. Et lui, il est alcoolique aussi, et du coup, on va voir cette rencontre entre deux générations, et je sais pas, il y a... C'est le genre de film où, pourtant, un Singe en hiver, réalisé par Henri Verneuil, tu vois, Gabin, Belmondo, 62, tu vois, c'est pas des trucs de ma génération. Mais il y a une finesse dans l'écriture, parce que les dialogues sont écrits par Audiard, qui bien sûr. Le plus grand dialoguiste, Audiard Père, le plus grand dialoguiste qu'on a eu en France, l'un des plus grands, et avec l'aisance de Belmondo qui a son prime, si je peux me permettre, tu vois, il est jeune, alors comparé à Gabin qui est plus d'une vieille école, tu vois, je trouve que tout ça fait un film d'une poésie folle qui me font larmes à chaque fois à la fin, et je sais pas, je trouve, j'ai plus de mal à en parler que réalité, tu vois, où c'était je pouvais plus expliquer. Là, je sais pas, c'est un film du cœur. Ouais, vraiment, un Singe en hiver, je vous le conseille. Ça peut peut-être pour les gens de ma génération, ça vous parle peut-être beaucoup moins parce que le film des années 60 en noir et blanc et tout. Mais franchement, c'est très drôle, c'est émouvant, c'est pareil, c'est pas bien long. Il y a des scènes vraiment marquantes, la scène sur la plage avec les feux d'artifice, des trucs comme ça, tu vois. Des répliques cultes, enfin, je pourrais me mater des répliques, des best-of des répliques d'un Singe en hiver en boucle. Et non, franchement, Singe en hiver d'Henri Verneuil, c'est honnêtement dans peut-être mon top 3 de films préférés. Ah ouais, trop stylé. Dingue. Mais tu vois, c'est encore une fois très bien. En fait, je trouve que c'est tous ces genres de films un peu noirs comme ça, justement, ou un peu avec ce classico organisé en fait, d'acteurs, on va dire, qui était clairement en Y sur le cinéma français. Jean Gabin et en Y. En fait, typiquement, tu vois, le Samouraï, je peux pas te le vendre mieux en te disant que c'est Hit. C'est Hit. En fait, ça a inspiré tellement de films de Michael Mann que tu retrouves tous les archétypes. Et je pense les films de Belmondo et tout, c'est un peu ce même genre de bail. En fait, il y a énormément d'ailleurs, je crois que c'est L'Homme de Rio avec Belmondo, qui a inspiré en fait James Bond et au cinéma en tout cas, et Indiana Jones et enfin tous les trucs un peu d'aventure ou de trucs schématisés vraiment comme ça. Et en fait, c'est là que tu vois que une grosse partie de la nouvelle vague en fait qui a construit un truc de dingue. La nouvelle Hollywood, le nom il sort pas de nulle part, quoi. Voilà, et trop stylé. Jean-Paul Belmondo qui est là-haut, hein, avec Godard.
L'acteur préféré de tous nos darons, je pense. Bébel, de bien moi. sûr. Et de lui. Et de Alors, lui. alors que j'ai 18 ans, ça doit Mais- T'es déjà un mais daron, c'est t'es un incroyable. daron. Vraiment, moi, j'ai découvert les films de Belmondo avec mon daron et c'est lui qui m'a un peu inculqué cet amour de l'acteur parce que c'est quand même un sacré personnage, hein, le Belmondo. Donc, Bébel. Beau gosse. Allez, deuxième film, Arnaud. J'arrive toujours pas à choisir duquel. Mais après, j'ai l'impression qu'on les balance sans donner d'ordre. Donc Moi, j'ai organisé. Ah, toi, c'est À organisé. l'image de bande organisée, c'est organisé. Mais je peux pas le mettre. Tu serais pas fan de rap? Il va dire, Ouais, t'es moi fan je vais de vous dire son film, c'est Vas-y. celui qu'il disait dans sa BD tout à l'heure là. J'ai parlé dessus là, je pense. Je peux C'est- pas le mettre en 1, Bah ouais. mais il est vraiment Vas-y. brillant. Bah, du coup, je me demande c'est quoi ton 1. Allez, tu vas voir. Vas-y. Tu vas être surpris, je pense. Le deuxième film dont je voulais vous parler, du coup, c'est Lou. exactement. Allez, j'étais Lou, sûr, c'est sûr. Journal infime. Lou, adapté de la BD du même nom. Lou. Et ouais, je sais que ça peut surprendre parce que c'est un film qui a un peu bidé au box-office, qui avait un budget de, je crois, j'ai regardé 2 millions, qui a à peine fait 1 million, qui a fait très peu d'entrées, alors que, vraiment, hein, je vous en supplie, s'il y a un des films que je vous conseille qu'il faut pour moi que vous alliez regarder pour lui donner l'amour qu'il n'a pas eu, alors parce que les autres ont eu de l'amour, celui-là ne l'a pas eu et le mérite. Lou, il faut savoir que c'est adapté de la BD de Julien Nil. Et c'est réalisé par Julien Et Nil. c'est réalisé par lui-même. Donc déjà, en termes d'adaptation et de compréhension de l'univers, ça se pose là. Et Avec Adrien Méniel dans le film. Adrien Méniel qui a un Voilà. tout petit rôle, Kian Kojandi qui a un rôle un peu plus grand. On a aussi, j'ai oublié le nom de l'actrice qui joue la maman, mais c'est un banger. Isabelle Huppert. Et non, c'est pas elle, mais bien essayé. Lou, il faut savoir qu'à la base, c'est une BD qui a bientôt 15 ans, je crois, maintenant, où le premier tome, on suit une jeune adolescente qui a 11 ans, et chaque tome, elle a 1 an de plus. Donc dans le tome 2, elle a 12 ans, dans le tome 3, elle a 13 ans. Et en fait, moi, c'est vraiment un film et une BD du cœur. Hein. Je vous Ah, de recommande ouf. autant la BD que le film. Parce qu'on grandit avec le personnage et moi j'ai vraiment grandi en même temps qu'elle. J'ai, je crois, à peu près le même âge qu'elle a maintenant. Elle a, dans la BD actuelle, elle est en train de faire ses études supérieures et elle a déménagé dans la ville de Tigre. avec un Y. Oui, Je trouve Lou que c'est brillant. Sonata, hein, que dit Biardefort dans Voilà, l'apparition. Lou Sonata, c'est absolument fantastique. fou. C'est des couleurs très pastel, donc déjà la BD est dingue. Mais on est là pour parler de film. Je ne vais pas faire la pub de la BD Lou qui a tout le succès et l'amour qu'elle mérite, là où le film est malheureusement oublié. C'est un film de 2014. Et en termes de décor, déjà, c'est une pépite. L'univers est fourmillant. Il faut savoir que c'est très, très, ça respecte énormément la BD. Mais là, c'est une dinguerie visuelle. Chaque plan regorge de détails. Tu as envie de mettre pause, d'aller zoomer dans les coins, parce que Lou et sa maman avec qui elle vit sont ce qu'on pourrait appeler des collectionnites, ont la collectionnite aiguë, je sais pas comment on pourrait dire ça, et elles amassent une tonne d'objets conséquents et formidables. Et ça regorge du coup d'idées, de petits objets, et qui chacun donne une personnalité folle au film. Lou, elle s'est fabriqué son sac d'école sur lequel elle a pincé des peluches. Donc son sac, c'est juste un énorme amas de peluches, et je trouve que ça donne un charme et une vie au film absolument fou. Et surtout, là où pour moi le film est un home run, je parlais tout à l'heure d'adaptation de BD et de... Quoi, le home run Home run. Bah, c'est un home run, ça réussit tout, quoi. C'est trop fort, j'ai jamais entendu ça. Tu regardes pas C'est ça un de sport, touchdown donc, le film ou pas? Oui, c'est ça. D'accord, c'est un panier à 3 points dans la Arrête. raquette. Mon film, laisse-moi défendre mon film. Et là où je trouve qu'il est brillant, c'est que c'est une excellente adaptation à la fois pour des jeunes autant que pour des adultes, parce qu'il y a des thèmes qui vont parler à tout le monde. Ça parle aux jeunes parce que l'histoire de Lou, c'est l'histoire qu'on a tous plus ou moins vécu. On vit ses aventures au moment où elle rentre au collège, où elle va se disputer avec sa meilleure amie, où elle va trouver des nouveaux amis, les premiers amours, les disputes avec sa mère, avec sa grand-mère. Sa mère, de son côté, c'est un peu une loseuse magnifique, geek, qui a pour seul rêve d'écrire des livres. Et d'ailleurs, il y a des scènes fantastiques où elle écrit son livre, et les moments où elle écrit son livre, on passe en animation japonaise. Ça n'a aucun sens. Le film est brillant, regorge d'idées. La musique est folle, les lumières sont folles, les couleurs sont dingues, les personnages sont attachants et mignons. Vraiment, c'est une lucarne, le film. Lucarne, pour moi, c'est un coup franc. C'est un magnifique coup C'est un franc. coup franc. Et du coup, j'en fais peut-être des caisses sur ce film parce que il a pas reçu l'amour qu'il mérite. Et oui, j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment un de mes films français préférés qui mérite, mais tellement, tellement, tellement qu'on mette la lumière dessus, et en fait, ça se regarde comme un doudou. Ça, c'est un vrai film doudou.
contrairement aux comédies racistes de tout à l'heure. Attrape-toi, ça. Celui-là, il faut vraiment le regarder avec son âme d'enfant et ça fait tellement de bien de voir qu'on peut vraiment... Je le dis pas assez, mais les décors et toute la création artistique autour du film est dingue. Et le film a eu 8 millions de budget. J'ai vérifié, c'est 8 millions qu'il a eu. Et malheureusement, il n'est pas rentré dans ses frais. Aïe. Mais je comprends tellement qu'on lui ait donné tous ses sous parce que c'est une pépite visuelle et ça regorge d'idées de couleurs. C'est trop bien. Allez voir Lou, Journal infime, je vous en supplie. Le film a bidé et c'était super. Et voilà. Et c'est un peu mon film qu'on m'attendait pas. Bah ouais, j'avoue. Putain, je pensais pas, parce qu'on n'en parle jamais de ce film. Mais jamais, mais il est trop bien. Bah ouais. Alright. Voilà. Dim. Moi, mon deuxième film, c'est pas un... Bon, pour moi, c'est un slalom géant en moins d'1 minute. Arrêtez. Pour moi, c'est le Vendée Globe. Elle existe, l'expression faire un home run. Pour moi, c'est le Vendée Globe. Pour moi, c'est le Vendée Globe. Moi, je vais vous parler d'un film où on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être le truc le plus, on va dire, grand public ou le plus vu. Puisque c'est pas Amélie Poulain ni La Cité de la Peur, c'est pas non plus Mission Cléopâtre, puisque c'est Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Très récent, parce qu'il date de 2010, pas du tout 2019 d'ailleurs, 2017. 2019, c'est Adieu les cons qui est ressorti en 2020. Mais Au revoir là-haut. Ah, c'est Au revoir là-haut du coup ? Oui, Au revoir là-haut de Dupontel. Je sais pas, somptueux, magnifique, adaptation d'un bouquin que j'ai pas lu, mais que je lirai sûrement jamais d'ailleurs. Mais voilà, raconte l'histoire de camarades de guerre pendant la première guerre mondiale et qui sont sur le champ de bataille, et en fait il y en a un des deux qui se fait défigurer. Son collègue qui est joué par Dupontel, il n'est pas défiguré, il s'occupe de lui. En fait, il va monter une arnaque, cet estropié de guerre, il va monter une arnaque avec l'aide de Dupontel. Au revoir là-haut, tu dirais que c'est le Roland-Garros du film. Pour moi, c'est la Coupe Davis, en tout cas. Mais c'est un service gagnant. Et je vous déteste. C'est vraiment un service gagnant. Pour moi, c'est une touche. Vous ne me laissez rien. Adapté du roman de Pierre Lemaître, merci. Je ne vais pas vous en dire plus parce que le film regorge d'idées, de mise en scène, de costumes. Mais putain, peut-être les plus beaux costumes que j'ai jamais vus dans un film. Mais voilà, la musique est folle, Dupontel est brillant, tous les acteurs sont incroyables. Un film avec Kian Kojandi. Encore un film avec Kian Kojandi, un film surtout avec Laurent Lafitte, qui est formidable, qui n'a jamais autant ressemblé à Alexandre Astier, mais qui est terrifiant. Enfin voilà, même tous les rôles féminins, j'ai pas tous les noms, mais c'est Shame on Me, mais c'est vraiment super. C'est très récent, c'est hyper accessible. Et c'est, je sais pas, onirique as fuck. Et voilà, ça tire les larmes à chaque fois. On rit, on pleure. En fait, on passe par toutes les émotions possibles devant Au revoir là-haut. Est-ce que tu dirais que c'est une sorte de grand 8 ? Non, c'est pas un grand 8. Ah, c'est des montagnes russes ? Non, j'aurais pas dit ça. Moi, j'aurais plus dit que c'est du waterpolo. Moi, c'est le sport. Hein. Il y a même plus de compétition, quoi. Non, c'est juste un sport. Voilà. C'est juste un sport. Non, pour moi, c'est Rasta Rocket. Au revoir là-haut de Dupontel, c'est formidable. Et puis, alors, évidemment, Adieu les cons aussi, qui est chouette comme tout, mais surtout. C'est drôle. Moi, je pense que c'est Adieu les cons, mon préf. Ah ouais. D'accord. Si j'avais dû je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Mais il est. Mais Au revoir là-haut. Au revoir là-haut. Au revoir là-haut est brillant. Ah oui. Voilà. Allez. En plus, ça fait la part belle aux adaptations. C'est vrai que je n'ai pas parlé tout à l'heure. C'est vrai, c'est très très vrai. Très bonne adaptation. Et du coup, parce que là, vous m'avez pris de court, là, j'hésite entre deux, il y en a un... Allez, tu peux faire une petite mention honorable rapide. Ok, il y en a un parce qu'on a parlé un peu de Gaspard Noé, donc je peux juste aller voir. Attends, fais gaffe, passe-moi, c'est peut-être un top 1. Ok, je te laisse Gaspard Noé alors. Ouais. Très bien, tu m'enlèves une épine. Moi, je vais en parler de Gaspard Noé. Tout le monde là, okay, c'est bon. Non, c'est pas Enter the Void. Mais tout le monde, c'est l'autre. C'est l'autre. Non, c'est Climax. Il en a fait beaucoup. C'est Climax. L'autre Mais bref, on va voir. Je te laisse. Ok, très bien. Merci. C'est Love. Y a pas de souci. Mais du coup, moi, je voulais parler de Buffet froid de Bertrand Blier. Parce que en termes de comédie en France et comédie absurde avec des grands comédiens, ça se place quand même là. Si vous connaissez pas l'œuvre de Blier, c'est peut-être l'un des auteurs les plus intéressants qu'on a en France. Bon, il est très vieux maintenant, mais voilà. Il a fait une chier de bons films, genre Les Valseuses, Les Acteurs, qui est un putain de chef-d'œuvre, même plus récemment Le Bruit des glaçons avec Dupontel et Dujardin. Bref, il a fait plein de super films. Buffet froid se raconte l'histoire de... Vas-y. de Depardieu qui est dans le métro
il rencontre quelqu'un, ce quelqu'un, il a un couteau dans le ventre, et en fait on croit que c'est lui qui l'a tué, mais on sait pas trop. Après il va rencontrer Bernard Blier, qui est un flic, un inspecteur de police, et il va avoir plein d'histoires de meurtre. C'est très compliqué, c'est vraiment le mot absurde, c'est Buffet froid. Et évidemment c'est super bien écrit, parce que Bertrand Blier, tous les acteurs sont top, et c'est incroyable, ça se regarde trop bien, c'est très drôle, pareil, ça dure pas bien longtemps. Attends, c'est une expression de connard, une pierre angulaire du cinéma français. Ah, j'ai cru que t'allais dire que c'était un 18 trous, moi. Mais arrêtez. Je déteste. Je me barre. Et pardon. Mais oui, du coup, voilà, c'est l'une des œuvres majeures du cinéma français. Un film d'auteur, mais qui vraiment est à mourir de rire. Qui, moi, m'a fait repenser la manière d'aborder l'humour au cinéma et les films d'auteur en France. Et voilà, je vous conseille de vous intéresser à toute la filmographie de Bertrand Blier, et notamment à Buffet froid, qui est pour moi son plus grand film. Moi, j'adore, parce que pour l'instant, des 5 films dont vous avez parlé, il y en a 4 que j'ai pas vus. Allez, voilà. Et surtout, alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois que Bertrand Blier, il a aussi une grande partie de sa filmo, il la doit à Henri-Georges Clouzot. Qui avait fait énormément de films justement qui ont été adaptés aux US après, et il me semble que justement Bertrand Blier il en parlait, il est pas mort, hein, on est d'accord, Blier, hein. Non, voilà. Il en parlait dans une interview où il y avait d'autres réals avec lui, et en fait je sais plus dans quoi j'avais vu ce truc là, et en fait il disait que justement les films d'Henri-Georges Clouzot, donc, notamment il a fait le Salaire de la peur, qui était adapté aux US avec The Sorcerer, où c'est un camion plein de glycérine, etc., un truc comme ça, et que justement il avait beaucoup tapé là-dedans, et que si tu regardes les deux filmos, à la fois les films ont rien à voir, mais en même temps tu retrouves des trucs de fou dans les deux qui se répondent un peu. Et ouais, trop chaud, ça me chauffe de mater des trucs comme ça. Stylé. Et ça aussi, du coup, ce serait dans ton top 10 ever. Ouais, en vrai, ouais. Je viens de penser à d'autres films. Mais moi, j'avais demandé expressément à ce qu'on fasse aussi un petit moment de mention honorable, parce que moi, il y a trop de films dont j'ai pas pu parler. Et voilà, on se fera à la fin. À la fin, moi, je propose, on balance juste des noms de films. Ouais, ça me va. On fait 10 secondes sur chaque film. Allez, parle-nous de Love. Mais c'est pas Love, je te l'ai dit, c'est pas Love. J'ai balancé le nom, c'est Climax. C'est Kleenex. Climax. Je suis d'accord, je voulais en parler aussi. C'est vraiment, putain, ça a été une claque. Moi, c'est le premier Gaspard Noé que j'ai vu, parce que j'ai ensuite regardé du coup Enter the Void, qui est très différent, et je comprends le statut culte qu'il a, mais je trouve que Climax a tellement plus de choses et tellement plus de choses pour lui. Du coup, Climax de Gaspard Noé, film de 2018. Donc moi, je suis vraiment allé dans des trucs très récents. J'ai des trucs un peu vieux après, j'en parlerai plus tard. Mais du coup, Climax de Gaspard Noé. Pitch très simple, c'est une bande de danseurs françaises qui s'apprêtent à partir aux États-Unis pour faire des spectacles de danse, qui, pour célébrer ça, font des dernières répètes dans une sorte de lieu abandonné, un local ou une école, je sais plus exactement où ça se passe, et vont faire une sorte de dernière répétition, et pour célébrer leur dernière répétition et le fait de s'envoler aux États-Unis, vont se lancer dans une sorte de petite fête célébratoire pour célébrer. Sauf que petit problème, il s'avère très vite que la sangria qui a été préparée a été trafiquée, et on y a rentré sûrement une drogue qui est probablement du LSD, on se demande, et tout le monde ou la majorité des gens ont bu de cette sangria, et du coup la soirée va partir en cacahuète totale. C'est absolument brillant. Je reparlerai sûrement de ce film si un jour on fait les meilleures scènes d'intro de tous les temps, parce que l'intro de Climax, je peux la regarder. L'intro de Climax, c'est marrant ça. Oui, c'est vrai. C'est marrant ça. C'est vrai que c'est marrant. Mais l'intro de Climax, je pourrais faire un exposé dessus tellement la scène est brillante. Climax, en plus, ça se dit, cinématographiquement, c'est un ovni, on peut le dire. C'est un truc de connard de dire ça. Mais c'est un ovni parce que le film a été tourné en 14 jours et de manière linéaire. Donc ils ont tourné les scènes dans l'ordre. Les répliques étaient totalement improvisées. Il a laissé beaucoup de place aux acteurs qui n'étaient pas des acteurs, puisque pour la grande majorité... vraiment drogués. Non, puisque la grande majorité d'entre elles... Ça m'étonnerait même pas. Et pourquoi pas, mais la majorité d'entre eux étaient des danseurs à la base, donc c'est pour ça qu'en plus les scènes de danse, et il faut savoir qu'il y en a dans ce film, les scènes de danse sont hypnotisantes, la musique est folle et est très souvent intradigétique, si je puis me permettre. Vous êtes cinéphile ? Et oui, j'adore les films. Et du coup, vraiment, je trouve que ce film c'est une bombe à retardement où tu vois la tension qui monte et qui explose. Il y a des scènes qui sont d'une violence absolue, qui font mal au cœur. Vraiment, il y a un événement qui à un moment fait qu'aussi la lumière pendant tout le film devient rouge. Enfin, c'est
C'est absolument brillantissime. De la musique aux comédiens qui sont des danseurs, vraiment je le répéterai pas assez. Il y a des scènes vraiment hypnotisantes, mais Gaspard Noé c'est hypnotisant, il faut donner une chance à Gaspard Noé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, ses films, c'est des ovnis en France encore une fois. Enter the Void, c'est une expérience cinématographique assez unique aussi. Enfin bref, Climax, est-ce que tu veux rajouter des trucs, Alex, du coup, vu que... T'as très bien parlé de Climax, juste peut-être pour les gens, si vous connaissez pas très bien la filmo de Gaspard Noé, c'est pas le premier vers lequel j'irai, je vous conseille plutôt d'aller voir des trucs comme, je sais pas, son premier Seul contre tous avec Philippe Naon, qui est pour moi très sous-coté parce que vraiment c'est un putain de film. C'est pas avec Will Smith, Seul contre tous? Ah, non, je sais c'est pas le même. Si, c'est pas le même film. Non, c'est pas le même film. Ah, merde, là, c'est un boucher qui dit mais attends, ma vie c'est de la merde. Si je tuais tout le monde. Ouais. Et je l'ai pas vu. C'est Julien Ducournau, ça. Et du coup, son premier Seul contre tous, même tout à l'heure on a parlé d'Enter the Void, même le dernier par exemple Vortex qui est absolument brillant, qui est vraiment à part parce que beaucoup plus calme et moins boum boum et ça fait mal et il y a du sang. Et voilà, donc je vous conseille Gaspard Noé, qui est évidemment l'un des grands auteurs en France qu'on a la chance d'avoir, qui peut laisser sur le carreau. Je peux comprendre évidemment que c'est pas facile à aimer. Mais moi j'ai quand même du mal. C'est lui Irréversible, je dis pas des bêtises. C'est lui Irréversible. Ça c'est celui vers lequel avec j'ai Dupontel encore plus du mal à aller. Irréversible, j'ai beaucoup de mal. Mais voilà, c'est ça qui est fort avec ce réal, c'est que je trouve qu'il arrive à diviser même dans sa filmo. Donc Irréversible, il y a la fameuse vidéo où il a présenté son film à Cannes et tout le monde sort et veut l'insulter et dit sa mère. Et en même temps, un film très important pour moi à voir, quoi. Je suis d'accord, mais j'ai du mal à le regarder. Mais en même temps, c'est sûrement la réaction qui était souhaitée de sa part. Il a juste réussi son film. Mais il est violent, irréversible. Gaspard Noé, très grand technicien du cinéma, très grand. Climax, vraiment, j'ai envie de parler de cette scène d'intro qui est un plan séquence de, je crois, 6 minutes où la caméra, elle va dans les airs, elle se retourne, elle tourne sur elle-même. Tu suis une chorégraphie qui est longue et qui est magnifique. Et la scène d'intro annonce tout le film, c'est brillant. J'en parlerai si un jour on fait les meilleures intros au cinéma. Voilà. Un date tous les deux, Arnaud, pour parler de S'il te plaît, je t'en supplie. Mais baiser Non, maintenant. Non. Seulement si on boit de la sangria avec du LSD. Le cul, nom de Dieu, le cul. Bien joué, très bien sorti. Moi, mon premier va vous surprendre de ouf. Je pense que c'était parce que c'est Terminator. Non, c'est pas du tout. Mon film top 1 français, c'est, écoute-moi bien, Adieu au langage de Jean-Luc Godard. Je trouve que c'est la façon la plus intelligente de déconstruire tout ce qu'on sait du cinéma pour donc c'est pas une inventer parce que moi, un je l'ai truc pas vu, mais j'ai entendu de zéro. Tellement de la merde sur ce film. Et je me force à pas rire depuis que je me suis foutu de sa gueule volontairement pour vous induire en erreur machin. Je trouve que c'est vraiment une des plus grosses claques, c'est faux, c'est de la merde. C'est nul à chier. C'est nul. D'accord. C'est nul à chier. Alex, il était en train de s'avancer à la caméra. Il s'est avancé comme ça en mode. Excuse-moi, Fabo. Non mais. T'as dit au quoi? De gens qui? D'accord. Jean-Luc, mais bon. C'est pas vrai. Mais alors, mon one, en fait, c'est pas de la triche, d'accord? Mais c'est un film qui est très particulier. Et moi, je trouve que c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mais non, parce que c'est un film américain. C'est pas un film français. Non, c'est un réalisateur français, c'est un film américain. Allez, okay. J'ai cru que c'est pour ça que quand t'as dit c'est un peu de la triche. Non, c'est un peu de la triche. En fait, c'est un film des années 90, d'accord? Mais c'est un film qui, pour le coup, j'étais bon avec le langage, c'est un film qui déconstruit la manière de faire un film. Et que je trouve encore aujourd'hui le truc peut-être le plus drôle que j'ai jamais vu de toute ma vie. Il est dedans. C'est vrai. C'est un film qui s'appelle La classe américaine de Michel Hazanavicius, qui a la particularité d'être composé de segments d'une centaine d'autres films à peu près, un peu moins que ça, américains de la Warner, entre les années 30 et les années 80, et où en fait, dans les années 90, Canal+ a eu l'autorisation d'exploiter certains extraits de films et certains films de la Warner pour l'anniversaire de Warner Brothers. Et Hazanavicius s'est dit, l'occasion est trop belle, je vais appeler tous mes potes doubleurs qui étaient des pointures, hein. Il y avait, je sais plus, il y en a énormément, mais il y en a beaucoup qui bossaient avec lui, notamment sur des sketchs ou de la télé ou des choses comme ça. Il a réuni tous ses potes doubleurs et puis il a dit, en fait, je vais monter le film. Je vais monter tous les films ensemble d'une autre manière en prenant simplement les acteurs récurrents. Donc il y a John Wayne, il y a Robert Redford, il y a Dustin Hoffman, Orson Welles. Et en gros, il a remonté et tous ses potes doubleurs ont, il y a un peu de l'impro, mais il y a aussi beaucoup d'écriture d'Hazanavicius, en fait, ont réinventé une histoire de zéro.
avec des personnages qui sont journalistes et qui en fait vont se promener dans les films en fait. Et c'est vraiment moi un des trucs les plus drôles que j'ai vu de toute ma vie. Ça m'arrache des larmes encore rien que de penser à certaines répliques. Il y a une espèce d'intelligence dans le choix des films, dans l'histoire des films choisis. Donc il y a un vrai amour du cinéma, il y a un choix dans le montage. Et en fait, ce que je trouve qui est génial, c'est que justement c'est partir de quasiment zéro. En fait, c'est du marionnettisme, quoi. C'est prendre des personnages muets qui proviennent d'un décor ou d'un truc auquel tu coupes tu coupes le sifflet, et en fait tu inventes une histoire avec cette espèce de brouillon. Le brouillon, c'est 100 ans de films de la Warner, donc c'est quand même pas de la merde, mais c'est vraiment à la fois se foutre de la gueule de tellement de choses et en même temps avec tellement de respect. Je trouve ça brillant. Il y a énormément de répliques cultes que vous avez sûrement vues dans 1000 choses ou entendues dans 1000 trucs, ou encore aujourd'hui on en fait référence dans beaucoup de films. Ça a aussi beaucoup inspiré les nuls, et c'est aussi inspiré des nuls, donc il y a une espèce de réponse, des Monty Python, de plein de choses dans l'humour un peu européen, et je sais pas, c'est une source c'est une source de rire, de mèmes, de blagues, de répliques, de punchline qui est infinie, et c'est que des pointures du doublage français, donc en plus toutes les voix sont géniales. L'histoire du film est géniale puisque c'est une parodie de Citizen Kane, où en gros il y a un riche gars qui s'appelle George Abitbol qui meurt, et deux journalistes vont enquêter sur qui était ce gars et revoir un peu tous les gens qui l'ont connu. Voilà, je sais pas, je pourrais parler de toute ma vie de ce film jusqu'à crever. Enfin, il est jamais sorti officiellement ailleurs que sur Canal. Il n'y a pas de VHS, il n'y a pas de DVD, il n'y a pas de Blu-ray. Il y a un gars, il y a quelques années, qui avait ambition de remonter tout le film avec les Blu-ray des films de la Warner. Il s'est arrêté à 90%, on n'a plus de nouvelles. Voilà, c'est dramatique. J'espère que Nevicius l'a fumé pour pas que le film ressorte, parce que il est sur YouTube en très très bonne qualité, mais il est sorti nulle part, ce film en fait. Il a été diffusé 1 ou 2 fois. Et voilà, ça s'appelle Le Grand Détournement, mais le nom c'est La Classe américaine, et c'est... Voilà, moi c'est top film de ma vie aussi. Je comprends. Voilà. Je peux juste 3 petits films qui n'ont rien à voir entre eux. Moi, je vais le faire aussi après. Alors, juste très très rapidement, un film récent, 2012, je crois, Léos Carax, Holly Motors, qui est pour moi son chef-d'œuvre et qui raconte l'histoire de Denis Lavant, qui est une sorte d'acteur et qui se balade dans sa limousine, qui se balade dans Paris. Et c'est fabuleux parce que du coup, vu qu'il change de rôle dans le film, tu peux passer d'un polar, d'un film expérimental à un drame, et en fait il change de corps. Par exemple, il rentre dans la limousine, il ressort, je sais pas, il lui manque un œil, il est tout déformé, après il est en beau gosse, tu vois, après il sort d'une salle de cinéma. Bref, c'est absolument fascinant. Si vous avez vu, je sais pas, genre des trucs comme Annette récemment, qui est brillant également. Annette vraiment, c'est fou, Annette. Et donc Holly Motors, voilà, c'est incroyable, et l'un des plus grands films français qu'on ait vu ces dernières années. Est-ce que je dis les 3 comme ça vite et... Balance. Je vais en balancer plein. Un plus vieux qui a pop dans ma tête et j'ai honte de l'avoir oublié, c'est Mon oncle de Jacques Tati, qui est pareil dans l'un de mes films préférés, qui n'a rien à voir. C'est vraiment, ça fait beaucoup penser à du Chaplin. C'est en fait l'histoire. En fait, c'est Jacques Tati qui du coup écrit, réalise et joue dans ses films. C'est un peu comme Chaplin avec son personnage Charlot. C'est un personnage un peu maladroit, qui parle presque pas, qui joue beaucoup avec son corps, tu vois. Et ça raconte l'histoire de donc ce personnage qui est un peu déconnecté de la réalité, du monde, et qui va juste, on va le voir évoluer dans ce monde qui devient de plus en plus moderne, avec des technologies absurdes. Ça marche beaucoup avec des comics visuels et des comics de situation. C'est brillant. Tu vois, tout à l'heure tu parlais des films doudou. Ça se regarde bien en famille et tout. C'est brillant, c'est top. Ça fait beaucoup penser à du Chaplin, comme je l'ai dit. Et enfin, vu qu'on a parlé d'un film doudou, on va parler d'un film qui fait mal, et je vais parler de Martyr de Pascal Laugier. Et donc, c'est peut-être le film qui m'a le plus traumatisé de toute ma vie. Ah ouais. Waouh. Que Mother. Pire que Mother, pire que Salaud, pire que... Non, en vrai, ça sert à rien de faire des échelles, mais c'est donc un réel de genre français ou belge, je sais plus, qui s'appelle Pascal Laugier, qui a fait Ghostland récemment. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Et du coup, il y a quelques années, il avait fait Martyr, qui parle d'une meuf qui s'est fait kidnapper, torturer et tout, qui réussit à s'échapper, bref, et on voit un peu son périple. C'est très violent, c'est vraiment... ça prend au trip, quoi. Je vous le conseille pas si vous n'êtes pas très chaud en cinéma de genre qui fait mal. Si vous vous sentez prêt, je vous le conseille, parce que ça m'a vraiment changé ma manière d'apprendre le cinéma et de voir des films. Et tout à l'heure, on parlait de Titane et tout, en fait... Quand je vois ça, évidemment, je pense à des trucs comme Martyr, je me dis, finalement, ça fait citer, tu vois, ça cite, et on n'est jamais allé aussi loin que je trouve dans Martyr, avec une fin absolument
incroyable avec une portée philosophique monstre, et ça fait du bien de voir des films de genre qui vraiment viscéralement viennent te toucher, mais qui ont une portée, tu sais, il y a limite quelque chose de biblique quoi à la fin. Et voilà, bon, Antoine n'est pas là, mais si t'es là, il est mort. Tout à l'heure, t'as fait Antoine n'est pas là. Et s'il pouvait de là-haut avec Coluche, bien sûr. De là-haut avec Coluche et Belmondo. Quand on l'a vu ensemble, Godard. Et beaucoup de monde finalement. Et on l'a vu ensemble, c'était vraiment un choc, un traumatisme. Donc, si vous vous sentez prêt, Martyr de Pascal Laugier, c'est l'une des propositions les plus extrêmes et radicales que le cinéma français ait vu. D'accord. Je vais regarder tous les films que tu as conseillés. De toute façon, depuis que j'ai compris qu'on était des copains de Gaspard Noé, j'ai envie de regarder tous les films. Voilà. Mais attends, sur Martyr, ça... Ouais, je m'accrocherai. Est-ce que je peux aussi faire un petit film dump là où bien sûr. Alors, moi je voulais faire une petite mention spéciale à l'année 1994 parce que j'ai remarqué qu'il y avait 3 films de cette année dont je voulais parler. On les a déjà mentionnés, donc vraiment je vais y aller en extrême vitesse. Il y a La Cité de la Peur de Monsieur Berberian et des Nuls, qui est absolument brillant en termes d'humour. Pareil, tu parlais de se pisser dessus de rire. Moi, c'est celui-là qui me fait évidemment. Dessus. On a aussi, on n'en a pas parlé, je vais énerver Dimitri, mais il faut qu'on l'aborde à un moment, Monsieur Luc Besson avec Léon. Oui, tu n'aimes pas Léon. Si, c'est le seul que je peux défendre, Léon. Je dis rien sur Léon. Mais Léon, excellent film. Ouais. Oui, mais t'as du mal avec Luc Besson. Non, c'est pas ça. C'est que c'est. Pour moi, vraiment, c'est intéressant. C'est la frontière avec le cinéma américain. Oui, mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je le défends. Attention, Léon, le cast, il est moins. Le casque, il est bien. Je dirais jamais du mal de Léon. Ouais. Par contre, je dégueule sur Besson de toutes parts. Je suis très d'accord avec toi, Dimitri. Merci. Putain. Alex, on était en train de créer quelque chose avec Gaspard Noé. Qu'est-ce qui se passe ? Léon, c'est l'exception de une perle nacrée. D'accord, dans un seau de crotte de lapin, d'accord, sur lequel on a encore chié. Et du coup, quand la perle, tu te dis putain, c'est folle cette perle, mais tout le reste est horrible. Je suis pas d'accord, mais bon, ça marche. On n'est pas là pour ça. Il y en a, je suis d'accord qu'il y en a qui sont pas bons, mais moi je défendrais Le Grand Bleu, je défendrais Le Cinquième Élément. Oh là là. Écoutez, on se plaint de ces Français, on se plaint des Français qui ne peuvent pas faire des bons films, mais lui il tente des trucs en SF qu'on ne voit pas ailleurs. Mais au-delà de ça, il est en train de couler, il a coulé toute une branche du film de genre français pour faire Valérian et pour faire Les Minimoys maudits. Oh là là. Gars, c'est pas lui. Si, il est caché derrière. C'est le Gepetto d'EuropaCorp. Ils ont tout, ils liquident tout, c'est fini, il y a plus. Et le seul éclair d'espoir qu'on a eu, c'est Taxi 5 où dès qu'il est pas là, c'est nouveau, c'est pas trop mal. Il est revenu, il a tout coulé pour faire Valérian et les Minimoys maudits quoi. Parce qu'il y a eu une erreur de parcours, il a fait un bon film, on lui a tout donné, c'est fou quoi. Allez. Il a raison. Léon, c'est bien quand même. Léon, c'est super. Mais c'est super, c'est Gary Oldman qui est super. Et Nathalie Portman. Et Jean Reno. Oui. Bref, Léon, quand même, qui est un excellent film de Luc Besson, apparemment le seul à voir selon mes compères. Bref, c'est un très bon film. Et dernière mention à l'année 94 avec Le Péril jeune de Cédric Clapiche, que je voulais citer parce que je l'ai découvert de manière assez particulière. C'est un des films préférés de mon daron. Et un été, on était en vacances à Toulouse et on avait un cinéma, vous savez, ces cinémas pendant l'été extérieur. Et en cinéma extérieur, il passait Le Péril jeune. Mon père fait oh là là, il faut absolument aller le voir. Et ben moi, c'est une de mes meilleures expériences en famille de film, d'avoir découvert ce film que mon père adore, qui est un film en plus vraiment très très bon, très touchant, sur une bande de potes qui se retrouvent des années après pour l'accouchement d'une de leurs potes et qui font le point sur leur vie, qui se rappellent leur année où ils ont passé le bac. Donc c'est un truc aussi où je me suis beaucoup identifié parce que c'était à peu près à la période où j'étais. Et bref, c'est des amis, leur amitié est très touchante, la fin est à chialer par terre. Vraiment, c'est un film magnifique et qui a lancé la carrière de beaucoup de gens, notamment de Clapiche et de Duris. Donc voilà, Le Péril jeune. Oui, c'est vrai, Duris. Et oui. Et du coup, si je peux encore me permettre de balancer des petits noms, j'ai eu trop de mal à faire ça. Vas-y. Je voulais aussi parler de Play. Le film de Anthony Marciano. Exactement, avec Max Boublil. Et alors ça, moi ça a été une claque parce que qu'est-ce que je m'y attendais pas à ce film. On parlait de found footage tout à l'heure. Exactement, ça me permet de parler de found footage où Play est un excellent exemple de l'utilisation du found footage. Je trouve que Max Boublil, qui est parti on le connaît tous pour ses chansons un peu parodiques, J'aime les moches, il a réussi à faire un beau 180 degrés mine de rien au cinéma. Il avait déjà fait ce film avec Chama dont le nom m'échappe.
Les Gosses, je crois. Les sales gosses. Je sais plus. Les gamins. Les gamins, peut-être. Les gamins, je crois que c'est les gamins. C'est ça. Et du coup, il avait déjà fait ce film avec Chabat. Dans Play, il y a de nouveau Chabat qui joue un rôle. Lui-même joue son propre rôle où on voit un personnage qui grandit de ses 12 ans à 25 ans, je crois, en found footage. Bref, Play, c'est un excellent exemple de, encore une fois, ce qu'on peut faire au cinéma français. On peut faire du found footage et on peut même en faire du très bon. Voilà. Et je voulais balancer un petit mot là-dessus. Et j'avais noté quoi dans les derniers dont on n'a pas parlé. Après, c'est plus des films bonbons, ça j'en parlerai ailleurs. Ah oui, et je voulais, on l'a mentionné dans le chat tout à l'heure, et c'est une petite dédicace à Régis Boy, Fatal, qui est vraiment, s'il vous plaît, passez les clichés, arrêtez de croire que parce que c'est Michael Youn, c'est de la merde. En fait, c'est un film qui est extrêmement malin sur la notoriété, sur le succès, vivre avec le succès, retrouver ses racines, qui en plus de ça, moi je trouve encore aujourd'hui est relativement drôle. Alors il y a des blagues qui sont un peu lourdes parce que ça reste du Michael Youn, mais franchement en termes de message et d'acceptation de qui on est et tout ça, c'est un film qui est très intelligent et qui joue avec ce qu'on attend en fait de Michael Youn qui prouve que il sait écrire et il sait écrire des très bons personnages, et donc voilà, Fatal, c'est un très bon film. Et puis il se débrouille très bien avec la casquette de acteur principal, scénariste, réalisateur. De ouf. Ouais, bien sûr. Franchement, c'était pas facile. Franchement, Michael Youn, ça sera jamais de la chance qu'on a de l'avoir. Il est incroyable. Il a tout fait. Complètement. Il a tout fait, il a tout réussi. Il a cette image de sale gosse, mais c'est un mec qui est tellement plus malin que ça. En fait. Je sais pas, il a un background. Franchement, c'est peut-être le plus ricain de tous nos artistes français en termes de. Tu vois, genre, s'il a fait le morning, il a fait des bêtes de films, il a fait de la parodie, il a fait des vrais sons. Enfin, il a fait. Mais qu'est-ce qu'il a pas fait? Trop fort. Ah ouais, il est fou. Voilà, c'était mon petit dump. J'aurais pu en dumper d'autres, mais je vais m'arrêter là. Pour toi, c'était Jeux Olympiques? C'est mes Jeux Olympiques. J'en ai marre. Il fallait bien conclure. Et moi, je veux pas faire de dump. Je sais pas, on a déjà parlé de beaucoup de trucs. Ouais, je suis décevant. Si, j'ai parlé de La Vie scolaire, qui est pour moi une des plus grosses claques du cinéma français. C'est vrai. Pardon. Je sais pas, des recos un peu récentes. Je sais pas, tous les films de Louis de Funès, c'est de Gérard Rouy. Moi, mon film préféré avec Louis de Funès, c'est Oscar. Qui est presque une pièce de théâtre, ou qui l'a sûrement même été, où c'est une espèce de truc de Looney Tunes qui lui va trop bien, où il y a une valise avec de la thune, une valise avec des soutifs, et en fait tout le film, ils échangent les valises et tout sur fond de il y a sa fille qui veut épouser un gars, puis bref, c'est un micmac, c'est fou, c'est vraiment une espèce de pièce de théâtre folle. En parlant de pièce de théâtre, moi j'ai un film incroyable, j'ai oublié d'en parler, Le Père Noël est une ordure, Dimitri. J'allais dire, je ne peux pas manquer un spécial cinéma français pour dire tout le mal que je pense du Père Noël est une ordure. Et je ne l'ai jamais vu. J'adore individuellement tous les membres du Splendide. Vraiment, vous faites du bien à tout, mais alors fallait pas faire de film parce qu'ils sont pas ouf. À part Papy fait de la résistance, mais moi, le Père Noël est une ordure, moi j'aime pas ça. Mais comment tu me l'as décrit? Qu'est-ce qu'ils sont déjà selon toi? Non, moi j'ai dit quand la bande-annonce à l'approche de Noël passe à la télé, ça pue la pisse et la clope. Dans ma maison. De voir Gérard Jugnot crade, mais ça pue la clope. Je vais me doucher après avoir vu le trailer de ce film, quoi. Quand il passe sur la 3. C'est terrifiant. Non, Oscar, c'est un super film à redécouvrir, en plus avec des gamins, je pense que c'est super, Oscar. Puis voilà, je sais pas, Comment c'est loin avec Orelsan, et j'ai oublié le nom de son réal aussi, qui est vraiment super, qui est un super film. Voilà, et puis tiens, Reco, parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé, mais 2018, un film avec Kassovitz qui s'appelle bien sûr, Le Chant du Loup. Évidemment, Le Chant du Loup, c'est formidable. Le Chant du Loup, c'est un excellent film de genre. Sparring avec Kassovitz, c'est un film qui est sorti en 2018. Et en gros, c'est vraiment c'est Rocky en fait, mais où il joue un sparring partner, donc c'est ceux qui se prennent les coups pour entraîner les champions en fait. Et c'est un des meilleurs boxeurs, mais il est que sparring. En fait, il veut pas être autre chose parce que il a peur de plein de trucs. Et il y a une histoire de famille, une histoire de sport et tout ça. C'est un très très bon film sur le sport que j'ai vraiment apprécié. J'ai vu qu'une fois et en fait, je viens d'avoir un flash parce que j'aime bien Kassovitz aussi ce qu'il fait. Et Le Chant du Loup, c'est évidemment un super film. Je sais pas, je pense que tout le monde en a dit suffisamment de bien comme ça, mais ce serait un peu tiré sur la corde de redire à quel point c'est génial d'avoir des films de genre de guerre comme ça en France. C'est super, quoi. Voilà. Pas mal. C'est pas mal, voilà. On a bien montré que le cinéma français il se défendait. Est-ce que c'est nul? Oui. Non. Réponse. Non.
Non, c'est pas mal. On a bien éclairci. Est-ce que le c'est ciel. nul ? Oui, des fois, comme n'importe quel cinéma. La cuisine, c'est nul. Bah des fois. Ouais, c'est pas bon. Mais des fois, c'est vachement bien. Et ben voilà. On espère qu'on vous a apporté quelques petites clés un petit peu de réflexion, quelques petites recos. On a fait beaucoup de recos. Rien qu'entre nous là, moi j'ai plein de films. Moi j'aime bien quand on fait des recos dans les épisodes comme ça, où même nous on repart avec du bagage. Tu vois, là, je sais que je vais me bouffer du gabin pendant quelques temps, là. Et ça fait plaisir. Bon, c'est cool les gars. Super. Ok. Ouais, trop bien. Ce soir, Crépuscule. Ce soir, Crépuscule. Ça parle de quoi dans Crépuscule ? Avec mes deux compères, on va parler un peu des actus, on va revenir actu rap, actu ciné, et le débat, qui est pas vraiment un débat, mais plus un sujet de conversation, ce sera sur la censure dans le milieu de l'art. Oh. Donc on va parler censure, il y a eu censure au cinéma, censure dans le rap, avec certains textes qui ont été interdits, des trucs comme ça. Bien sûr. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous à 19h ce soir sur Les Arcanes. Oui. À quel point ça va être une galère technique ? Non, on a toute la préparation préparée. Est-ce que tu veux, parce que tes compères, ils regarderont jamais le replay de cette émission d'ici ce soir. Non, d'ici ce Est-ce soir. que tu veux Après, Antoine est vraiment là, quoi. Ah ouais, donc il entend tout. Ah merde, j'allais te filer. Il t'entend pas toi, mais il entend moi. J'allais te filer mon anecdote de censure préférée de toute l'histoire du cinéma avec Harvey Weinstein. Bah vas-y, file-la moi comme ça. Je vous la file, c'est gratos. Ça en finit là-dessus, d'accord. Et lui, il saura pas et moi je le saurai. Harvey Weinstein, il a produit et il a distribué aux États-Unis 2 films asiatiques majeurs. Le dernier train, non pas du tout, le Transpersonnage de Snowpiercer et Princesse Mononoke. Et c'est lui qui s'occupait de la distribution. Oui, okay. Et en gros, pour le premier, donc un film entre autres de Bong Joon-ho, il a dit il faut changer la. C'est un chef-d'œuvre d'ailleurs. Elle est géniale. Elle est géniale. Il a dit il faut que tu changes la fin du film avec la gamine, l'ours et tout ça, on comprend pas, c'est nul. Tu changes ça, sinon on sort pas le film. Et il a fait une longue lettre pour expliquer au gars que son père était pêcheur, que pour lui c'est des valeurs de famille, de paternité importantes. Et montrer cette scène, ça vient clore un truc vraiment essentiel pour le message du film et que quelque chose de sa famille qui le touche beaucoup. Et Weinstein a dit, s'il y a bien un truc que j'entends, c'est la famille. Ok, si c'est important pour ton père et tout, qui est mort en plus, il disait mon père est décédé, c'était pour un hommage et tout, nana. Il a dit ok, on sort le film. Le film sort, et en interview, Bong Joon-ho, il dit j'ai full mytho, mon père il est vivant, il était pas pêcheur, je voulais juste pas qu'il cut la fin de mon film, c'est juste ça. Et Princesse Mononoke, c'est pareil, il a dit je vais remonter, il a dit à Miyazaki et au studio Ghibli, on remonte le film, ça va pas du tout pour le public américain. Et en réponse à ça, les studios Ghibli ont envoyé en cadeau à Weinstein un sabre japonais, un katana, avec écrit ne coupe pas. Donc à la fois le sabre ne coupe pas, mais surtout no cut. Et en fait, envoyer un sabre au Japon, ça veut vraiment dire si tu réponds pas à l'ultimatum, c'est les Yakuza immédiatement. Et du coup, Weinstein il a dit ça roule, le film est bien comme ça, on cut pas. Donc 2 coups de pression des studios asiatiques et je trouve que la leçon qu'on en tire, c'est si vous avez peur de vous faire censurer, mentez et menacez les gens. Bien sûr, et c'est une petite occasion d'humilier encore avec Weinstein qui est gratos, quoi. Voilà. Oui, ça fait jamais de mal de l'humilier. En plus, Snowpiercer, film américano-franco-coréen. Et donc canadien aussi. Et ouais, c'est un peu un film français. Oui. Et la BD est franco-coréenne. C'est vrai que c'est une adaptation. Ouais. Bah oui, bien sûr. Et ouais. Voilà, bon bah écoutez, c'était Record. Ce soir, vous avez le Crépuscule avec l'ami Alex et toute sa team. Demain soir, avec Régis. À quoi vous réagissez ? Je sais pas. Voilà. On sait pas. Vous découvrirez un peu en même temps que nous. On a des petites idées. Et puis après, lundi, Zelda. Des lives solo de Val. Moi, vendredi, j'ai Onsen avec Vendredi Onsen. Voilà. La thématique, ce sera les chips. L'ésotérisme et le mysticisme. C'est ça le thème ? Et oui. Et voilà, vous l'avez le thème. Et après, ça se répète. Et oui. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et vous remarquerez que j'ai fait un effort pour pas trop parler de séries. C'est vrai. J'aurais pu parler de séries françaises parce qu'il y en a des super. Vrai. Et dites-nous si vous préférez cet overlay là. Ça on le garde parce qu'il est super. Non, l'autre il est bien, il y a Godzilla. Ouais, mais la ville j'en ai marre. La ville derrière elle est tristoun. Godzilla j'adore, mais on va voir.
Mais de toute façon, c'est simple, c'est que les fois où on sera comme ça sans Val qu'on embrasse d'ailleurs, qui est en train de travailler actuellement pour les Arcanes. Donc non, mais il est dans l'ombre, on le voit pas, il est pas ici, mais il bosse pour les Arcanes et on l'embrasse parce qu'il fait énormément de boulot, il cravache comme un cochon. Donc on l'adore. Mais les fois où on sera entre nous, ce sera sûrement comme ça. Voilà, ça fait plaisir. Nickel. Allez, on va vous laisser. Et dans 2 semaines, on vous prépare. On a déjà des thèmes. Vraiment, on va se régaler. Les prochaines semaines, on a des thèmes qui me régalent déjà. Bien sûr. On vous adore. Allez, adieu. Au langage, bien sûr. Waouh. Salut. Salut, Silou. Squeezie.